Donc, Mhm. tout d'abord, merci à toi, Olivier, d'avoir accepté de faire ce petit visio. Mais de rien. Mm. C'est ma première visio. Ok. En fait, c'est très étonnant parce que, pardon, je te coupe tout de suite, mais tu verras que j'ai du mal à respecter les règles. Mais Ok. au fond, quand je te parle, en fait, je me parle parce que je me vois sur l'image de l'écran, donc je ne sais pas trop à qui je parle. Tu vois. Et c'est assez étonnant, en fait, de se voir soi-même. Et je trouve que c'est un exercice qu'on devrait faire sur l'idée de l'autoportrait. Mais ça, on en reviendra tout à l'heure. Mm, mm. Alors, justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton travail en général? Alors, mon travail en général. Moi, je m'appelle Olivier Roller et je suis photographe. Euh, je vais essayer de ne pas m'arrêter toutes les secondes, mais en même temps, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est de m'arrêter toutes les secondes. Je veux dire par là que quand je dis je suis photographe, hein, tu vois, je m'interroge à ce que ça veut dire qu'être photographe. Pendant des années, je n'osais pas dire que j'étais photographe. Parce que pour moi, c'était un peu l'équivalent pour les garçons, hein, pardon, du branleur, tu sais, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, fils à papa. Et puis plutôt que de dire ben, je ne sais pas quoi faire de ma vie, c'était pratique d'aller draguer sur les terrasses en disant salut, je suis photographe. Et donc, pendant des années, en fait, pour moi, cette appellation, elle était un peu salie, quoi, tu vois. Et, euh, et, et puis, avec le temps, j'ai réussi à le dire. Donc maintenant, je dis je suis photographe. Et c'est drôle parce que je dis que je suis photographe alors que au fond, je suis plus un artiste. Et donc, du coup, c'est-à-dire que j'utilise la photographie, exclusivement la photographie, enfin quasiment, quoi. Je fais un peu des installations, mais on va dire que je fais que de la photographie. Mais il y a la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec des images. Voilà. Je trouve ça super, la photographie. Je ne suis pas amoureux de ça dans le sens où l'appareil, ça reste un objet, un outil pour faire quelque chose. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres objets qui peuvent faire mieux une partie de la chose? Voilà. Donc, pardon, hein, mais c'est l'idée de dire que au fond, on peut s'arrêter et creuser chaque périmètre qu'on étudie. Et c'est exactement ce que je fais dans mon travail, où en fait, comme dans la photographie, j'adore le portrait. En fait, j'adore les gens, quoi, au fond. Euh, et, euh, et, euh, et je trouve étonnant dans notre société que eh ben, on n'arrête pas de parler d'interaction. C'est rigolo de parler de ça justement au moment où toute interaction a disparu. Enfin, interaction réelle, quoi, tu vois, d'être l'un en face de l'autre, quoi. Mais euh, on est on n'arrête pas de parler d'interaction, de capacité d'être présent dans le monde entier hyper facilement, on prend un avion et hop. Et en même temps, je trouve que les relations humaines, en tout cas, la manière dont on regarde l'autre, elle est très pauvre, quoi. Et ça se traduit dans la photographie par le portrait. Et qu'est-ce qu'on montre quand on fait du portrait? Donc, du coup, moi, je suis photographe, je fais du portrait. Comme je suis un photographe un peu mauvais et puis myope, du coup, je fais du portrait de près, sans décor. Et, euh, et, euh, et ça m'intéresse, là encore, de voir qu'est-ce qui se passe en fait quand on enlève. Si tu vois quelqu'un en pied, tu peux te dire, tiens, c'est sympa chez lui ou chez elle, il a un joli canapé, ah, j'aime bien ses pompes. Mais qu'au fond, l'identité de la personne, c'est quelque chose qu'on s'en fiche, quoi. Je veux dire, le visage fait partie d'un ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus que le visage? Donc là encore, tu vois, moi, je travaille quasiment que sur les visages, parce que quand on exclut les corps, on est obligé de les regarder en fond, les visages. Et il y a plein de choses à voir, c'est génial, quoi. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans la vraie vie, ou très peu. Et voilà. Et donc, tu as vu, je réponds un peu lentement à ta question, je vais essayer d'aller plus vite pour les prochaines questions. Non, Mais, non, t'inquiète pas, prends ton temps, y a pas de mais, souci. euh, Ça dépend surtout de mais, toi et de quel jour mais tu tu vois, c'est l'idée de dire que euh, dans une pratique photographique en l'occurrence, hein, mais humaine, je veux dire, tu vois, qu'est-ce qui fait que pendant X années de ta vie, tu vas faire une chose et la creuser. Euh, 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 Moi, je me rends compte que chaque élément en fait de cette chose-là, de ce projet, moi, mon projet sur les figures du pouvoir, c'est ça dont je parle là, sans l'avoir encore nommé, euh, c'est de me dire voilà, les visages des gens, c'est un truc qui est génial. Euh, on s'intéresse assez peu aux visages. Et d'ailleurs, à un moment donné, ce serait intéressant de parler des photographies que votre génération fait, parce que je trouve que ça fait un certain nombre d'années que les photographes qui ont, on va dire, entre 20 et 30 ans, euh, photographient des gens
au fond, sans vraiment s'intéresser au visage. Ça, c'est mon point de vue. Je pourrais l'expliquer après. Et de mettre dans la majorité, hein, si tu veux, tu vois. Et dans la personnalité des gens, enfin, de ce qu'on en ressent. Et moi, je me dis, tiens, voilà, les visages, c'est quelque chose qui est oublié, et spécifiquement, en fait, sur les gens de pouvoir, dont on parle vachement. Au fond, qui sont-ils? Parce qu'on en parle beaucoup sans forcément les connaître. Quand on les connaît, on connaît d'eux une image qui est souvent celle de la communication. Est-ce qu'il y a d'autres images? Voilà. Tu vois, à la base, je me pose ces questions-là et je me dis, bah, tiens, je vais y répondre. Et manque de peau, ça fait 10 ans que j'y suis. Ok. Alors, Je suis dans Caroline, la tu veux merde, intervenir? là, hein. je Non, disais, mais enfin, c'était. Enfin, je sais pas, Caro, tu veux dire quelque chose? je disais juste avant justement d'introduire ta série Figure du pouvoir. Bon, là, tu viens de décrire un peu ton attrait pour le portrait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement, est-ce que c'est justement regarder les gens qui t'a amené à la photo ou quel a été ton parcours pour, entre guillemets, t'insérer dans le milieu professionnel, etc. Alors, ta question, elle a plusieurs formes, en fait. Ouais. Donc, que je la comprenne bien, c'est comment est-ce que je suis devenu photographe et j'ai commencé à gagner ma vie avec ça? Ou alors, pourquoi je suis devenu photographe? Je dirais premier temps, deuxième temps. Ça roule. Alors, pourquoi je suis devenu photographe? Ben, en fait, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit, euh, c'est une blague que je vous raconte, mais je vous jure que c'est vrai, mais qui ont dit, tiens, c'est marrant parce que ce mec, s'il n'était pas devenu photographe, je l'aurais bien vu serial killer. Et bon, je n'ai pas de tropisme particulier pour la violence, donc je ne pense pas, mais je pense que ce qu'il voulait dire par là, et c'est que au fond, la photographie, c'est quelque chose qui m'a sauvé. C'est un peu désuet, je sais pas. C'est-à-dire que c'est intéressant en fait de creuser les raisons pour chacun d'entre nous de pourquoi est-ce qu'on fait les choses et qu'on les refait. Parce qu'à un moment donné, on va être attiré par un truc et puis d'autres vont être attirés par d'autres choses. Et au-delà de ça, c'est pourquoi. Tu vois. Et, euh, et moi, je me suis rendu compte que je viens d'une famille où le langage est assez abstrait. Il est assez faible au fond, quoi. Et quand j'étais à vos âges et puis plus jeune, euh, bon, je ne parlais pas des masses, hein. Et dans le groupe, tu sais, c'est marrant parce que les sociétés, en fait, ça en sociologie, c'est très bien décrit. euh, Chaque groupe de gens, en fait, retraduit à chaque fois une société. Donc, dans le groupe, tu as toujours la bombasse ou le beau gars, tu as le mec qui se la pète, etc., etc. Puis tu as le timide, quoi. Enfin, tu vois. Mais moi, j'étais plutôt le timide dans le coin. Et j'adorais observer. Et à un moment donné, je pense qu'inconsciemment, toi, je me suis dit, il faut que je trouve un langage pour dire des choses. Puisque le vrai langage, celui avec lequel on se parle en ce moment, eh ben, je ne me sentais pas vraiment autorisé en fait, à l'utiliser. Et je veux dire, quand je me dis que je n'étais pas autorisé à l'utiliser, c'est que je ne parlais pas trop, je ne suis pas non plus dans mon coin à rien faire, mais qu'à un moment donné, je me rendais bien compte que le langage, c'est quelque chose de génial, qui a une rigueur et qui permet de dire précisément des choses. Et moi, je n'arrivais pas sans doute à dire ça. Et va savoir pourquoi, je suis tombé un jour face à la photographie et j'ai dû me dire, tiens, ce truc-là, ça peut peut-être servir à ça. Et en l'occurrence, tu vois, ce qui est génial avec la photographie, moi, ce qui fait que je suis toujours amoureux d'elle après toutes ces années, c'est que quand tu dis à quelqu'un je t'aime ou je te déteste, l'usage du vocabulaire, du mot, quoi, au fond, on porte un sens que tout le monde connaît. Je t'aime, je te déteste, bon, on a compris ce qu'on voulait dire. Alors qu'avec une photographie, avec certaines photographies, et particulièrement avec les miennes, dans mes portraits, et ben, si tu montres une photo que j'ai faite à quelqu'un, à un groupe de personnes, on va dire, et ben, la moitié vont dire ils t'aiment, la moitié vont dire ils te détestent. Tu vois, et assez rapidement, en fait, j'ai compris que dans la photographie, il y avait une polysémie, donc on pouvait avoir plusieurs sens. Et j'adore ça parce que c'est un truc de filou. Euh, Toi, au fond, tu te protèges en faisant des images, puis les gens, finalement, ils en pensent ce qu'ils veulent. En tout cas, dans ma pratique photographique, tu vois. Voilà. J'aime bien ne pas asséner des vérités parce qu'au fond, j'en ai aucune. Mais je suis hyper curieux, donc j'aime bien regarder et regarder précisément. Mais ce que je trouve chez les gens, ce que ça m'évoque moi, ça m'intéresse de voir ce que ça t'évoque toi. Tu vois, il y a 2 ans, là, j'ai fait une expo au musée du Louvre. Donc, super expo, enfin, un lieu évidemment formidable. C'est une des premières fois que le musée a appelé un artiste vivant pour exposer en son sein.
C'était une expo sur le pouvoir, évidemment. Et ils m'ont filé quelques mètres de mur, juste après les grands maîtres du 19e siècle, donc c'est trop cool. Et, donc, pour cette exposition-là, il y a eu toute une série parce que c'est le Louvre, de gens qui ont fait des rencontres avec des publics, des conférences, etc. Donc, il y a plein de gens, en fait, qui ont pensé notamment mes photographies. J'ai trouvé ça génial, parce qu'il n'y en a pas deux qui pensaient la même chose et qui racontaient tous des histoires hyper différentes. En me disant, mais hey, c'est bien ce que vous avez voulu dire. Hein. Et à chaque fois, je disais, bah ouais, bien sûr. Et donc, cette polysémie dont je parlais, il y a un truc qui est fascinant. Quoi. Parce que je trouve que enfin, ça permet de réfléchir autour de ça et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Voilà. Donc, là encore, je suis parti loin dans ta question, je m'excuse. Mais c'est l'idée de, au fond, pourquoi on devient photographe. Tu vois, je pense que la bonne raison, c'est quand il y a un truc qui pue, quoi. Quand il y a quelque chose qui, au fond, dans l'inconscient, va nourrir quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore, mais qu'on se dit, à force de gratter la bête, elle va finir par se dévoiler, quoi. Et moi, au bout de 20 ans de pratique photographique, bon, j'ai l'impression que la bête, j'ai commencé à comprendre à quoi elle ressemblait. Donc, la raison pour laquelle je fais des images. Et à pouvoir la maîtriser. Mais elle est toujours là, violente et cachée dans moi. Voilà. Donc, en fait, j'aurais dû faire de la poésie plutôt que de faire de la photographie. C'était quoi ta deuxième question? Ah oui, comment on devient… En fait, très concrètement, voilà, moi j'ai vu sur ton site que c'est beaucoup plus prosaïque, hein, mais j'ai vu sur ton site que tu avais fait des études de droit et de sciences politiques avant de découvrir que la photo, c'était ta manière de t'exprimer et celle qui te convenait. Et donc, très concrètement, comment est-ce que le revirement s'est opéré? Est-ce que tu fais partie d'une agence? Alors, en fait, j'adorais mes études. Je trouve que les études, c'est vraiment un truc enfin, c'est un truc de branleur, quoi. Je veux dire, c'est hyper agréable. C'est-à-dire que quand tu es à la fac ou même à Sciences Po, tu vois, tu as des moments où il faut vraiment travailler et vraiment travailler sérieusement. Et puis, il y a plein d'autres moments où c'est cool, quoi. Et donc, cette vie-là me convenait parfaitement. Et j'adorais ce que je faisais, tu vois, que ce soit les études de droit ou de sciences politiques. Au fond, c'est juste de la culture générale un peu poussée, quoi. Et je me disais, tiens, j'avais très envie de faire prof de fac. Et j'avais trouvé un sujet en droit, à la frontière du droit et de la science politique qui me plaisait bien. J'aurais pu faire une thèse éventuellement là-dessus. Et puis, je me suis dégonflé. Et en voyant des copains plus vieux, je me suis dit, waouh, tout ça pour ça, enfin, compliqué. Avoir sa thèse, c'est pas très compliqué, mais après avoir un poste, etc. Bon. Et qu'au fond, là, c'est un autre critère dont je vais parler. Et vous, photographe, ça vous parle ou pas, mais je pense qu'un certain nombre de gens qui deviennent photographes, ils ont dans eux une nécessité d'indépendance. Et moi, l'idée que quelqu'un allait décider pour moi de me donner un poste ou pas, ça m'était insupportable, quoi. Et j'adore ce côté entrepreneur de tu te bouges les fesses, quoi. Tu vois, si on fait de la photographie, d'ailleurs, c'est bien pour ça. C'est-à-dire que les gens qui font du cinéma, par exemple, ou du théâtre, enfin du spectacle plus de groupe, ils ne peuvent pas bosser tout seuls. Il faut trouver du blé, il faut avoir une équipe, c'est compliqué. Alors que nous, on a un projet, on prend notre appareil et puis on va le faire, quoi. Donc, dans ce que je suis, c'était évident que la photographie allait répondre à ça. Tu vois. Comme un écrivain, en fait, a besoin de son Mac portable et puis voilà, il se débrouille, quoi. Donc voilà. Donc, je me souviens précisément d'un jour où je sortais d'un TD. Il était tard le soir, il était 20 heures, on était en hiver, il faisait froid, il faisait nuit. Et pour la première fois, en fait, je sais pas, j'étais en deuxième année, j'avais 18 ans, 19 ans, je me suis dit, ah, peut-être qu'en fait, ma vie ne sera pas celle-là. Tu vois. Comment l'expliquer? Tu vois, c'est pas je suis pas devenu photographe mu par un raisonnement. Mais c'est d'une, une nécessité intérieure, et deux, c'est à un moment donné l'appel du large, quoi. Tu vois, de se dire, le monde est vaste, il faut qu'on le découvre. Moi, j'ai un grand-père, en fait, qui était né
en 1899. Il a fait un enfant très vieux. Ma mère, elle a fait elle-même un enfant très vieille. Donc, tu vois, ce mec, quand j'étais gamin, il avait déjà 80 ans, quoi. Et je me souviens de ce type. Et je me disais, mais enfin, donc, qui est né en Alsace, qui a vécu en Alsace, qui est mort en Alsace. Bon, il a changé de 20 kilomètres entre sa naissance et sa mort. Et je me disais, putain, il aurait pu rencontrer le monde entier, ce gars, quoi. À l'époque, tu faisais une lettre à Van Gogh, à Picasso, à qui tu voulais. Le mec, il disait, bah ouais, passe, quoi. Tu vois, on va bouffer ensemble. Et quand Cartier-Bresson, après la guerre, enfin, va en Inde, il fait une lettre à Gandhi qui lui dit, bah passe, gars. Tu vois, et puis, ils passent la demi-journée ensemble à papoter. Cartier-Bresson, il fait des photos, etc. Et, 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 et je me disais, c'est quand même dingue que cette personne, mon grand-père, qui a vu le XXe siècle, quoi, au fond, il n'a rien vu. Et je me suis fait cette promesse à moi-même de me dire, ben moi, dans mon époque, je vais essayer de la voir, quoi. Et que quoi de mieux que la photographie pour voir ça. Et là, je ne parle pas de genre photographique. C'est que moi, j'ai fait du portrait, du reportage. Enfin, bon, là, je fais que du portrait, mais j'ai longtemps fait du reportage pour la presse. Et c'est quand même génial. C'est que tu dis à quelqu'un que tu croises dans la rue, tiens, vas-y, montre-moi ta chambre et ton lit. Les gens, ils vont tous te dire, mais vas-y, dégage, quoi, espèce de vieux fou, quoi. Tu vois, enfin, tu peux toujours courir. Si maintenant tu dis, ouais, tu vois, je suis photographe, je fais une série sur les gens chez eux, leur intérieur, comment ils vivent, etc., les gens te disent, bon, bah, pas de problème, tu veux venir quand? Et donc, l'objet appareil photo, au fond, c'est un outil génial pour aller rencontrer des gens. Voilà comment je suis devenu photographe, au fond. Et j'ai dit un jour à mon groupe de copains, bah, tiens, je vais faire photographe. Ils m'ont tous regardé avec des gros yeux. Comme ça. Voilà. Et donc, comme j'ai tout appris tout seul, j'ai fini mes études. Et donc, j'ai eu septembre cette année-là parce que j'ai fait d'autres trucs en même temps. J'avais créé un magazine, j'avais fait mon service militaire, etc. Donc, j'ai eu une année un peu dense. Et donc, le 30 septembre, j'avais l'équivalent de mon master en Sciences Po. Et le 1er octobre, j'étais photographe professionnel. Donc, ça veut dire qu'au fond, je m'étais dit à moi-même que j'allais devenir photographe. Je le suis devenu. Et puis, vous verrez, c'est la même chose pour vous. Hein, c'est assez simple. C'est-à-dire que quand tu as 20 ou 25 ans, ben, tu es étudiant, tu gagnes 0 euros. Tu deviens photographe professionnel, tu gagnes 0 euros. Bon, le fossé, il est assez faible. J'ai réussi à le faire. Du coup, tu disais là que finalement, tu as commencé par faire du reportage et faire de la photo de presse. Donc, c'est par là que tu as commencé pour t'intégrer dans le milieu professionnel. En fait, moi, j'étais hyper intéressé par la presse. Alors, c'est intéressant parce que le paradigme pour vous change, quoi, si tu veux. Moi, j'ai connu la fin de l'époque de la grande presse, où les journaux, ils étaient nombreux, ils avaient du blé pour la photographie, on t'envoyait partout. Je veux dire, c'est délirant, quoi. Et tu pouvais très bien gagner ta vie en travaillant dans la presse. Moi, j'avais aucune notion financière quand j'ai commencé ça. Mais simplement, je me disais, je vous ai raconté l'anecdote de mon grand-père, je me disais, bon, bah, moi, si je veux voyager, ça ne m'a jamais vraiment branché, mais si je veux rencontrer des gens, faut que je trouve un truc, quoi, tu vois. Et, euh, et, euh, et à l'époque, en fait, je faisais des photos pour moi. Alors, quand j'ai commencé la photo, précisément, donc ce 1er octobre où je deviens photographe professionnel à gagner 0 euros et à n'avoir aucune photo à faire que personne ne me commande, je suis retourné voir ma mère un peu avant et je lui ai dit, voilà, bah, j'ai ce projet-là. Elle a tiré la tête. Et, 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 et elle m'a dit, bon, moi, j'ai pas de quoi te financer un appart et de la bouffe, mais par contre, si tu veux, tu reviens à la maison pour habiter avec moi. Et voilà. Donc, moi, je suis retourné habiter chez ma mère. J'étais nourri, logé. Ma problématique, c'était de dire, il faut que je gagne suffisamment d'argent pour m'acheter des films, parce qu'à l'époque, ça coûtait de l'argent, l'analogique, développer, tirer, enfin voilà, et un peu m'acheter du matos. Et puis après, on verra bien, j'espère gagner ma vie avec ça. Je m'étais donné 5 ans, au fond, pour essayer. Et pour vous donner une anecdote personnelle, j'ai du mal à répondre aux questions, mais par contre, je suis un chien qui lâche rien. C'est-à-dire que je suis assez exigeant et je répondrai à ta question d'il y a une demi-heure, tu verras dans une heure encore. Une des raisons pour lesquelles je suis devenu photographe, c'est aussi cette histoire-là. C'est que quand j'avais 18 ans, j'avais une petite amie, 17 ans même, je ne sais plus, bon, peu importe, dont la mère s'est suicidée. Et, c'est moi qui ai dû lui annoncer, bon, bref, peu importe. Et en fait, cette femme qui s'est suicidée, elle était anglaise, elle était traductrice au Conseil de l'Europe, donc elle avait un job quand même génial, hyper bien payé pour bosser une semaine par mois, 2 heures par jour.
je caricature un peu. Et malgré ça, elle était hyper malheureuse. Et qu'à chaque fois que je la voyais, à l'époque, j'étais photographe amateur, je disais déjà aux gens, bah, tiens, la photographie, j'aimerais quand même en faire mon métier, je ne sais pas, j'hésite, etc. Et ils me disaient, fonce. Voilà. Et ils me disaient, moi, j'aurais rêvé d'être chanteuse d'opéra. Et mes parents m'ont forcé à être interprète, et ça me barbe. Alors évidemment, tu ne te suicides pas juste pour ça. Mais cette petite histoire, au fond, ça m'a marqué. Et je me suis dit, mais je me fais à moi-même une promesse, au fond, c'est d'aller au bout de ça. C'est d'essayer. C'est-à-dire qu'au pire, ça foire. Quoi, et ben, j'aurais fait autre chose. Et donc, quand je suis devenu photographe, la rencontre, ça m'intéressait. Du coup, la presse, c'était assez évident, au fond. Il n'y a rien de plus simple que des gens qui ont bossé pour toi, pour avoir l'autorisation que tu ailles dans tel endroit, rencontrer telle personne. Et du coup, toi, tu n'as plus qu'à faire ouais, ok, d'accord, ça marche. Tu veux photographier le président de la République? Tu veux aller dans une prison enfermée avec des détenus? Oh, ouais, avec plaisir, tu vois. Et alors que si tu veux le faire toi, vas-y pour contacter l'administration pénitentiaire. Ouais, je suis photographe indépendant, j'aimerais faire un reportage sur les prisons. Ah bon, tu vas passer 6 mois pour avoir l'autorisation. Donc la presse, en fait, elle permettait ça. Donc moi, j'avais quelques photos, j'ai fait des tirages moi-même. Genre des 10-15 cm. J'ai mis ça dans 3 enveloppes pour 3 journaux. Monsieur le directeur du service photo, Journal Libération, j'ai fait Le Monde et Télérama. J'ai fait ces 3 journaux-là. J'ai envoyé par la poste avec un petit mot: salut, je suis photographe, j'habite à Strasbourg, j'aime bien ce que vous faites, j'aimerais bien bosser pour vous. Et un peu naïf, tu vois. Et en fait, les 3, ils m'ont appelé. Et je me souviens, le directeur du service photo à l'époque de l'IB, c'était le grand journal photographique, tu vois, du début des années 90. Et, les plus grands photographes, au fond, travaillaient pour eux. Et quand tu faisais une photo pour ce journal, putain, il y avait un impact, quoi. Il y avait des débats, il y avait des centaines d'appels. Enfin bon, bref, il y avait des trucs qui se produisaient. Aujourd'hui, quand je fais des photos dans la presse, personne ne m'appelle. Tu vois, bon, et donc, ce mec m'appelle, le directeur du service photo de l'IB, il me dit bon, ouais, c'est sympa vos photos, mais je voudrais vous rencontrer. Quand est-ce que vous venez à Paris? Et moi, un peu bêtement, tu vois, comme si c'était tellement soudain, tu vois, que je lui dis ouais, ben, j'en sais rien. Là, j'ai pas prévu, j'habite à Strasbourg. Ben, quand je viendrai, je vous appellerai, quoi. Mais je pense dans 1 mois, 2 mois, j'en sais rien, quoi. Elle me dit oui, bon, bah d'accord, bah, vous me rappelez, salut. Donc je raccroche le téléphone. Et puis comme je suis un peu lent intellectuellement, tu vois, je mets quand même quelques minutes à me dire ah putain merde, là, t'as merdé, tu vois. Et donc, 1 heure après, je rappelle le gars en disant oui, voilà, en fait, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, j'ai prévu de venir à Paris pour des rendez-vous. J'avais rien prévu, tu vois. Il m'a dit bon, on se voit jeudi 14h, amenez-moi des tirages. Et donc, je suis venu exprès pour le voir et puis il m'a dit bah, écoute, c'est cool, je te ferai bosser. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler comme ça. Moi, j'ai commencé à travailler pour la presse. D'abord un coup, et puis après 2 coups, et puis tu vois, au fond, comme les gens se regardent les uns les autres, assez rapidement, les types ont repéré ce que tu faisais. Si ça leur plaît, ben, ils disent ben, tiens, je vais l'appeler pour lui proposer des trucs, quoi. Et donc, assez rapidement, on va dire en 1 an et demi, j'ai commencé à travailler pour à peu près tous les titres de presse qu'il y avait en France, quoi. Et puis après, comme les étrangers, quand ils ont des photos à faire en France, ils regardent les journaux français, ils t'appellent, et puis bon, tu travailles un peu pour tout. Voilà comment tout ça s'est lancé, quoi. Ok. Est-ce que tu veux bien nous parler du coup, de ta série Figure du pouvoir qui a été exposée au Louvre il n'y a pas très longtemps? Et notamment, enfin, moi, je me demandais surtout quel est ton rapport au modèle dans ces séries, parce que tu photographies des gens qui viennent de milieux qui cultivent quand même la discrétion en général. Donc déjà, comment est-ce que tu fais pour les approcher? Et ensuite, comment est-ce que tu diriges la prise de vue avec eux? Alors, je vais partager l'écran comme ça. Si tu veux parler de moments de série en particulier, je peux les projeter et les gens vont pouvoir les voir. Ça roule. Alors déjà, pourquoi cette série? Là, je vous ai parlé de la presse. Et au fond, dans la presse, moi qui suis bêtement un photographe hétérosexuel masculin, les photographes hétérosexuels masculins, leur grand kiff, souvent, dans une grande majorité, c'est de photographier des blonds de gros seins. Il se trouve que moi, photographiquement, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Quand on m'envoyait photographier des comédiennes ou bon, moi, je faisais des photos qui ne m'intéressaient pas, quoi.
Par contre, les mecs en costard, je trouvais ça hyper intéressant en photographie. Donc, assez rapidement, quand il y avait des mecs chiants, entre guillemets, quoi, tu vois, les mecs qui font pas bander, là, on voit ce garçon-là, ça ne donne pas forcément très envie. A priori, je veux dire, hein, je parle pour faire une photographie. Et ben, on m'appelait moi. Et je me suis rendu compte là que c'était des modèles qui étaient hyper intéressants, mais qui étaient très peu représentés. Je veux dire, ils étaient, là tu montres les politiques, donc c'est ceux qui sont le plus représentés, ils sont même surreprésentés, mais Ouais. les principales images de ces gens-là sont toujours les mêmes, sont assez caricaturales, enfin c'est en gros de la com, quoi, je veux dire. Et d'ailleurs, c'est ce que ces gens-là attendent d'eux-mêmes. Et c'est là où il y a eu une césure, en fait, au bout de quelques années de ma pratique de presse. Je me suis dit, mais ce travail-là sur le pouvoir, ces gens, en fait, c'est un putain de sujet que je ne vois pas traité nulle part. Il faudrait vraiment les photographier pour de vrai. Parce que quand je les photographiais pour des journaux, eh ben, je faisais une photo, il ne faisait pas une photo pour Olivier, il faisait une photo pour le journal qui m'envoyait, quoi. Tu vois, donc j'étais très très fort, comme on est tous les photographes de presse sont forts pour ça, les portraitistes, pour voler des choses, quoi. Et au bout d'un moment, j'avais plus envie de voler, j'avais envie qu'ils se mettent à nu devant moi, quoi. Qu'ils acceptent d'être regardés, de faire une pratique photographique, mais dans un sens artistique et pas documentaire journalistique, quoi. Donc, je me suis dit, mais il faut que je trouve un moyen de les contacter en tant qu'Olivier et pas en tant qu'un grand journal. Donc, mon job, en fait, aujourd'hui, il est partagé entre deux parties. La première, c'est de trouver le 06 de ces mecs-là. Je ne vous cache pas que ce n'est pas non plus hyper simple. Donc, ça demande un peu de temps, du travail. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que si tu passes par leur entourage, ben, c'est compliqué d'avoir une autorisation. Parce qu'il y a toujours un mec, une nana qui va se dire ah ouais, mais c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? Enfin, toi, quelqu'un qui va penser le pire au lieu de penser au meilleur. Et quand tu les as toi au téléphone directement, tu expliques le projet et le gars il dit ouais putain ça me plaît, ouais je viens quand? Enfin je veux dire, vois avec moi avec machin chez moi pour prendre un rendez-vous quoi. Et, euh, et, euh, donc ça c'est une première partie de mon travail. Quand j'ai leur 06, ça c'est Mathieu Pigas, le patron, enfin un grand banquier qui est patron du Monde aujourd'hui notamment, enfin bon, des Arocs, etc. J'ai quelques photos, ouais. Et du coup, là, les gens voient les photos qui défilent, là, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Ce que je vois, en fait, c'est ce que tout le monde voit. Ouais. Oui. Ok. Du coup, ça c'est Xavier Niel qui arrive là, un peu plus loin. J'ai fait une photo de lui d'ailleurs récemment, hyper bien. Tu vois, enfin bon, bref, après ça on pourra en parler, mais que c'est rigolo après de refotographier les gens parce que comme on se connaît, du coup, avance encore un peu ton scroll. Ouais, lui là. Donc là, Xavier Niel, donc le patron de Free, du Monde, etc., de plein de trucs. Enfin, ça, c'était une rencontre. Il était venu au studio pour rien. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que pendant longtemps, en fait, mon studio, c'était à côté de mon appart. J'habite dans le 11e à Paris, à République. Et c'était au 6e étage sans ascenseur. Donc, je disais aux gens, je les faisais venir par étapes. Je disais, bon, ouais, la séance, ça se fait dans mon studio photo. Il faudrait que vous veniez. C'est à République. Donc, déjà, pour eux, qui habitent dans l'ouest parisien et qui travaillent dans l'ouest parisien, tu vois, c'est traverser tout Paris. Ils finissent par venir. Mais je ne leur dis pas que c'est au 6e sans ascenseur, tu vois, parce que sinon, quand ils arrivent en bas, eh ben, ils sonnent et je dis, ben, c'est tout en haut. Et donc, au fond, la séance photo, elle commence dès l'ascension dans l'escalier. C'est-à-dire que le type monte un étage, puis 2 étages, puis il doit dire dans sa tête, non, c'est quoi ce bordel, quoi. La dernière fois qu'ils ont monté 6 étages sans ascenseur, c'était, je sais pas moi, quand ils avaient 18 ans. Tu vois. Si encore, ils les ont montés un jour dans leur vie. Et, parce que dans le 16e, dans le 7e, il y a beaucoup d'ascenseurs. Mais bon, et du coup, quand ils arrivent, au fond, on va rentrer dans le côté psychologique de la séance photo, tu vois, c'est que il faut embarquer les gens quelque part. Mon job, c'est ça. C'était de me dire à la base, ces gens-là sont soit surreprésentés comme les politiques que tu as montré, soit pas du tout représentés comme les financiers ou les communicants ou tout ce que tu veux. C'est pas Justement, normal. j'avais juste
pour faire une petite pause là-dedans, dans les empereurs d'aujourd'hui, on voit bien en fait que sur ton site, c'est vraiment classé comme si tu faisais un inventaire de figures du pouvoir. Et justement, là, quand tu fais venir les gens chez toi dans ce studio, etc., tu les traites tous de la même façon ou En pour toi, fait, pour toi, tu considères que la personne est un modèle qui vient être photographié et c'est par la suite que tu vas appliquer le fait que eux, tu les mets dans la case politique, eux, financiers, eux, publicitaires, etc. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, mon site internet, c'est moi qui le fais tout seul depuis hyper longtemps. Et du coup, je suis super mauvais, techniquement parlant. Et que ce que vous voyez là, c'est à peu près la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 2 ans. Tu vois, donc, ça fait 2 ans que j'ai rien mis à jour. Et donc là, je me dis, il faudrait quand même que je le fasse. Ça fait 6 mois que je me dis ça, mais tu vois, c'est pas pour moi l'usage du site, c'est pas un usage qui est important comme ça peut l'être pour vous, par exemple. Tu vois, parce que ça, on en parlera peut-être plus tard dans la discussion, mais dans la manière dont je me présente aux gens, qui doit savoir que j'existe au fond, tu vois, j'ai un milieu que je cible et ces gens-là, je vais accéder à eux d'une manière qui n'est pas celle du site internet. Voilà. Mais bon, donc ce que tu dis est tout à fait juste, c'est-à-dire que là, ils sont classés en fait par groupe de métiers. Dans mes expositions, en fait, j'expose tout ça. Donc, je montre tout de manière parfaitement libre, quoi. Mais là, quand je travaille, quand je fais les séances, je les fais par groupe de métiers parce que c'est tellement compliqué à faire. Tu rentres dans un groupe, on prend l'exemple des financiers. C'est des gens, ils ne te connaissent pas. C'est des gens qui ne sont pas hyper valorisés, on va dire, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas hyper envie de venir se faire photographier par un mec, ils ne savent même pas qui c'est et ce qu'il va faire de leur photo, quoi. D'ailleurs, la photo, elle est à qui? Moi, je dis qu'elle est à moi, mais bon, c'est quand même leur gueule, quoi. Donc, du coup, il faut comprendre comment chaque métier fonctionne pour en acquérir les codes et pour comprendre comment parler à ces gens-là. Tu ne parles pas pareil, on va dire que tu n'accèdes pas de la même manière à un politique qu'à un financier. Toi, ils n'ont pas les mêmes stratégies de communication, ils n'ont pas le même projet de société. Donc, euh, euh, j'ai trouvé plus simple, en fait, de travailler métier par métier pour pouvoir ensuite mélanger toutes les images dans les expositions. Donc, sur mon site, j'ai décidé de les classer comme ça. Voilà, peut-être que la prochaine fois que je referai le site, je ferai n'importe comment. La version d'avant du site, c'était n'importe comment. Là, ils étaient tous mélangés. Donc, du coup, voilà. Mais qu'à un moment donné, pour produire les images, c'est nécessaire en fait de pouvoir parler leur langage et de se concentrer pendant un an ou 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai fait que les financiers, par exemple, tu vois, parce que ça demandait vachement de temps et d'énergie pour accéder à ces gens-là. Alors que j'ai la sensation que c'est vraiment le groupe de métiers central dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que ce qui nous dirige, c'est le monde de la finance, quoi, plus que la politique, tu vois. Donc, du coup, il fallait que je les chope. Voilà. Ok. Oui, puis en fait, ce qui se remarque aussi par rapport à cette catégorisation, c'est par exemple que dirigeant, héritier, chirurgien, avocat, mode, c'est des rubriques que tu n'as pas faites. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, le projet, tu le continues aussi tu comptes le continuer et chercher à prendre en photo des personnalités de ces milieux-là ou... Ouais, ouais. Alors, en fait, du coup, j'ai bien bossé ça fait 2 ans, ça. Donc, Oui. depuis 2 ans, ils sont quasiment faits. Mais effectivement, le projet est évolutif de plusieurs manières, en fait. Euh, Quand je dis que je traite du pouvoir, je me place comme un artiste. Je suis photographe, tu vois. Mais l'intérêt de l'artiste, c'est qu'il peut avoir une mauvaise foi. Si maintenant un chercheur en sciences sociales traitait du pouvoir, eh ben, il serait obligé de répondre à des critères de recherche scientifique hyper rigoureux. Moi, dans le pouvoir, si je veux mettre ma mère, parce que je considère que le parent, c'est le premier pouvoir auquel on est confronté, eh ben, je fais ce que je veux, tu vois. Donc, du coup, le projet est évolutif parce que ma conception du pouvoir, avec mon avancée en âge, ma compréhension du monde, en fait, évolue. Je me pose les questions, par exemple, de photographier les lanceurs d'alerte, le contre-pouvoir, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Comment les photographier? Ça fait 6 mois que j'y travaille. Sans avoir fait de photos, tu vois, je rencontre des gens, je discute. Je me dis, toi, tu as vraiment une trop sale gueule, j'arriverai pas à te photographier, donc c'est pas possible. Donc il faut que je trouve autre chose. Je veux dire, si ça marche pas, c'est qu'il faut trouver un autre accès. Donc pour l'instant, j'ai pas lancé cette production, par exemple.
parce que je ne sais pas comment y accéder. Tu vois, donc, il y a un mode d'accès. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle le projet est en évolution. La deuxième, c'est que le monde change. Quand j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, il y avait moins de filles qui étaient à la tête de ces boîtes, de manière générale. Donc, il n'y a pas trop de filles dans ces photos. Et du coup, là, je suis en train de travailler depuis maintenant 1 an ou 2 ans sur une série spécifiquement sur les femmes. Parce que je trouve qu'il y a un enjeu photographique, notamment dans la manière dont moi je photographie, qui est hyper intéressant dans ce que je vois comme réaction face aux images que je fais. C'est-à-dire que d'un côté, la société, et moi je suis le premier à être promoteur de ça, tu vois, hyper égalitaire entre les garçons et les filles. J'ai été élevé par une mère 68 ans, célibataire, etc. Donc, tu vois, moi, il y a voilà, on est pareil, quoi, je veux dire, dans le boulot, dans tout. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que je ne peux pas photographier les garçons comme les femmes. C'est-à-dire que d'un côté, la société va nous dire, voilà, égalité. Voilà. Et d'un autre côté, elle va nous dire, ouais, égalité, mais quand tu photographies une femme, tu vois, il faut quand même que tu la rendes jolie. Et je trouve ça vachement perturbant, tu vois, parce que du coup, on est égaux ou pas égaux, tu vois. Enfin, je veux dire, et l'image là, elle permet d'appuyer en fait sur des nœuds en fait dans la société qui sont, tu vois, moi je suis pas un intellectuel donc je vais pas réfléchir là-dessus, mais moi j'appuie sur la zone qui fait mal en disant ah là t'as mal, tu vois. Donc je vais appuyer un peu plus fort. Et après, il y a un docteur qui va dire bah, si tu as mal, c'est parce que machin bidule. Tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est par exemple, c'est un projet sur lequel je travaille. Et, Par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que je peux projeter ta série d'autoportraits où tu te mets en scène justement avec ces figures de pouvoir. Et on a une femme qui apparaît aussi dedans, qui n'est ah pas. ouais, trop fort, elle m'a détesté. C'est une star de la mode. C'est une des filles les plus puissantes de la mode. Elle Oui, s'appelle, oui. je ne sais plus comment elle s'appelle, Karine Roitfeld. Mm. Et elle dirigeait Vogue. Et puis, en fait, elle faisait des ménages un peu à gauche, à droite pour plein de marques. Donc, voilà, elle était vraiment au cœur de cet univers euh, tant artistique que financier. Et, euh, et, euh, et, euh, et donc, j'arrive chez elle. Elle est marrante, l'histoire de cette série. C'est que là, ça, c'est une des rares photos que je n'ai pas faites dans mon studio. Elle est d'accord pour faire la photo, mais elle dit ça sera chez moi. Donc j'arrive chez elle, un sublime appart sur le jardin du Luxembourg. Euh, et donc elle me fait visiter tout ça. Elle me dit Olivier, vous voulez un café? Je dis ah ouais, avec plaisir et tout. Donc alors on prend un couloir qui fait 30 mètres de long, et puis on se prend un café dans la cuisine, et puis on revient dans le salon. Et donc elle avait quand même regardé mes photos. Donc elle a dit oui, puis après elle s'est dit putain merde, je suis trop conne et tout, j'aurais jamais dû accepter de faire une photo avec ce mec. Et en même temps, à un moment donné, il y a la question d'en être, tu vois, de ce projet-là, puisque ça fait maintenant longtemps que j'y suis, que l'idée d'être une figure du pouvoir, on va dire que c'est quelque chose qui les valorise, même si l'image derrière, elle les questionne. Et du coup, bon, bref, elle accepte, et c'était hyper bien, parce qu'elle a une table basse toute particulière, en fait, qui est un plateau de verre, et puis le piétement, c'est que des magazines de mode. Et elle me dit, en fait, j'ai un vrai problème avec l'image, avec mon image, elle qui fabrique des images, et des images cosmétiques, quoi, des images de mode. C'est que j'aime pas la tête que j'ai quand je suis photographié. C'est une ancienne mannequin, tu vois, bon, c'est quelqu'un donc, qui a été beaucoup photographié. Et elle me dit d'ailleurs, une des photos que je déteste de moi, c'est mon ami Jürgen Teller qui l'a faite. Et après la séance, il m'a envoyé, vous voyez qui c'est Jürgen Teller? Non, c'est un photographe allemand de mode, enfin, qui est un type absolument formidable, quoi. Et, et je déteste cette photographie et elle me montre la table basse en me disant, et d'ailleurs, elle est tout en bas, en fait, elle est cachée, en fait, par la pile de tous les livres qui constituent ma table basse. Et je trouvais que la symbolique était intéressante, c'est-à-dire que l'image, elle l'a cachée à elle-même et aux autres, tout en la mettant dans son salon présente tout le temps à côté d'elle. Donc je me dis, bon, ça va être compliqué de faire cette photo, il faut choisir un endroit. Donc en ayant visité l'appartement, je lui dis, il faut qu'on fasse la photo dans votre chambre. Parce que je trouvais que la symbolique, elle était hyper bien. Donc quand je fais une séance photo, là, je me déplace avec le studio, donc du coup, j'ai ma lumière, j'ai un fond, donc je peux faire la photo n'importe où. Quoi. Donc la chambre en soi, elle n'avait pas d'intérêt pour la photographie, elle avait d'intérêt pour la psychologie. Parce que la fille, du coup, elle est habillée
première de la classe, quoi. Enfin, elle est bien habillée parce qu'elle fait une photo et en même temps, elle est dans la chambre. Le lieu de l'intimité, du relâchement. Et donc, je fais la séance photo où j'ai quelques photos qui sont plutôt pas mal. Une partie de la séance qui était bonne, une partie qui n'a aucun intérêt. Et en fait, à la fin, comme je fais toujours, je fais cet autoportrait-là où je me colle physiquement, je colle mon visage en fait à celui de la personne photographiée. Et puis, on voit ce que ça donne. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Et justement, là, j'avais une question plus technique. En fait, ce qu'on peut voir dans cette série Figure du pouvoir, en fait, on a une lumière qui est quand même très particulière et on a un reflet dans l'œil qui donne presque une sensation reptilienne au visage ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'était une volonté de... Enfin, pourquoi tu as décidé de faire ce type de lumière pour cette série? Si tu peux nous en parler un peu. Ouais. Moi, quand j'ai commencé la photo, j'ai travaillé au flash. Mes premières photos, c'est au flash. J'adorais ça, 2 flashs, enfin, un truc simple, quoi. Mais voilà, ça marchait bien. Après, donc ça, j'ai fait ça plusieurs années. Après plusieurs années, j'ai fait ça que en lumière du jour. Et c'est merveilleux. Et en même temps, c'est casse-bonbon. Parce que quand tu as rendez-vous en hiver avec quelqu'un à 17h, ta lumière du jour, elle n'existe plus, quoi. Donc, du coup, j'ai aimé cette période et j'ai beaucoup souffert. Et, euh, et, euh, et toujours, je pense que c'est comme les histoires d'amour, si tu veux. Tu vois, il faut que ça se finisse. La fin, elle est aussi importante que l'après. Si tu veux, la fin, ça commence l'après. Et du coup, dans cette fin de période de lumière du jour, je me disais, mais il faut que je trouve une lumière. J'ai pas envie de revenir au flash. Je veux garder cette faiblesse de la profondeur de champ de la lumière du jour avec une lumière quand même que je puisse reproduire. Et, et puis un jour, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit parce que je suis un peu obsessionnel. Et puis je me suis réveillé, j'ai vu une lumière dans mon rêve. Enfin, une lumière, j'ai vu une image dans mon rêve, quelqu'un qui était éclairé d'une certaine manière avec une texture sur la peau. Et puis après, pendant des jours et des jours, je me suis dit, ben, il faut que j'arrive à trouver ce truc. Donc j'ai utilisé tout ce qui me passait sous la main et j'ai fait des essais. Puis un jour, par hasard, ben, voilà, je tombais sur un néon et je trouvais que c'était intéressant. Et du coup, j'ai acheté des néons. Et c'est ce qui fait cette lumière-là. Et en effet, une des lumières, en fait, sert à dégager les ombres de la première lumière et de la lumière principale. Et du coup, suivant comment je l'oriente, tu vois, sur François Hollande, elle est un peu de traviole, un peu de biais, quoi. Des fois, elle est verticale, des fois, elle est horizontale. Elle est souvent de traviole en ce moment. C'est un axe, en fait, qui me permet de poser l'appareil après dans un moment qui me plaît. Tu vois, Hollande, elle était à gauche, Manuel Valls, elle est à droite. Ça dépend Et du coup, regarde, reste sur Valls. Le mec d'avant, là, voilà. Donc, ah oui, parce que je mets le doigt sur l'écran, mais ça ne se voit pas. Tu vois, donc ça dégage vraiment les yeux, ça dégage le menton. Enfin, il y a un truc quoi qui fait un peu effet chamouillé, quoi. Tu as l'impression que la peau, elle est un peu humide, quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de lumière, on est très très loin, par exemple, de ta série Juliette. Qui est en lumière du jour, ouais. Ouais, c'est Ouais. vraiment un travail qui est totalement différent sur l'approche de la lumière, en tout cas. Je sais pas. Ouais. Au fond, l'approche de la lumière, en fait, n'a d'intérêt que par rapport à ce que tu ressens toi. C'est-à-dire Oui, que dans la frontalité de la violence du rapport au pouvoir, je dois avoir une lumière qui elle-même est violente. Tu vois. Et au fond, le principal problème en fait de ces photographies-là, c'est que c'est des gens, même quand ils acceptent de poser, ils restent eux-mêmes. C'est-à-dire que ces gens de pouvoir, c'est des gens à qui on ne dit jamais non. C'est des gens qui décident. Donc à un moment donné, ils ont une idée de la photographie, ils arrivent et il faut que ils imaginent que tu vas faire la photo qu'ils veulent faire eux, quoi. Et donc moi, très rapidement, mon premier job, c'est de les casser. C'est de dire, ouais, mais non, on ne va pas faire ça. Et donc ça se passe plus ou moins bien. Là, les deux que tu as à l'écran, là, ça ne s'est pas super bien passé. Donc du coup, la confrontation dans la séance, elle est intéressante, tu vois, parce que ça permet de dire, bon ben voilà, je vais te rentrer dedans. Tu vois. Mais pour ça, il faut être aidé par une lumière qui quand tu l'as réglée, elle va plus bouger. Voilà, tu vois, c'est que tu peux pas travailler sur tout en même temps.
Bah, effectivement, c'est vraiment très différent. Puis c'est un peu une lumière qui pardonne rien pour le coup. Ouais, ouais, ouais. C'est une Au façon niveau de de les la, regarder. au niveau Pardon? de la peau, c'est quand même très dur, très violent, et c'est même, enfin, c'est quand même peu habituel que des personnages et des figures comme ça acceptent d'être dévoilés avec leurs rides, leurs imperfections, alors qu'ils ont toujours, il y a toujours une image assez lisse d'eux qui est véhiculée. Exactement. Et c'est bien pour ça que j'ai commencé à faire ce travail. C'est que je trouvais que cette image lisse, c'était dommage, hein, parce que c'est des gens qui sont hyper intéressants. Tu vois, et même Marine Le Pen qui arrive là, tu vois, qui est pas ma tasse de thé, politiquement parlant. Je veux dire, c'est pareil Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, tu rencontres des gens qui sont hyper forts, quoi, et qui sont bien plus forts que toi. Donc, comment tu vas réussir à les regarder? D'une part, bon, faire une photo, on est tous capables de le faire, quoi. Mais comment tu vas faire une photo où tu vas toi prendre le pouvoir? Parce que l'enjeu pour moi, un des enjeux en fait de ce travail sur le pouvoir, il y a l'enjeu littéralement photographique. C'est-à-dire que là encore, je parle de ma façon de concevoir l'image. À aucun moment j'ai une vision prosélyte, hein, je veux dire, mais pour moi, le portrait photographique, c'est pas du tout on est des potes et on s'amuse, quoi. C'est moi qui bosse et toi, tu es là pour chérir de chair, quoi, de pâté, quoi. Tu vois, c'est un rapport de masse que je vais organiser dans un cadre et il faut que ça fonctionne, quoi. Et donc, si tu as la tête, il faut qu'elle soit un peu baissée. Si ton regard, il faut qu'il soit par là, si machin truc, tu as intérêt de faire ce que je te demande parce que sinon, ça va pas le faire, quoi. Et du coup, je trouvais que cette violence-là dont je fais preuve quand je travaille, parce que ce n'est pas une violence pour la violence, c'est une violence pour l'exigence en fait, du résultat, elle était d'autant plus intéressante que je me confrontais à des gens qui n'allaient pas se laisser faire. Et du coup, à des moments, il faut des fois leur crier dessus, quoi. Des fois, je les engueule, enfin, tu vois, ça leur arrive jamais, quoi. Et Et du puis, coup, j'imagine qu'il y a des gens avec qui vraiment ça a dû mal se passer, qui ont peut-être pas voulu te revoir ou. Enfin, je sais pas, tu as peut-être des anecdotes justement à ce sujet-là. Mais ta question, elle est hyper intéressante parce que c'est pas comme ça que je me la pose, mais je me la Mm. suis posée comme ça. C'est-à-dire que, au fond, tu poses la question de pourquoi on fait des photographies. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a deux raisons de faire des photographies. Soit tu cherches des copains, soit tu cherches des images. Si tu cherches des images, tu n'en as rien à faire de ce que les gens vont penser de tes images. Tu vois, et ça, c'est compliqué parce qu'il faut réussir à s'abstraire d'un truc qui nous emporte tous, qui est que tu as quand même bien envie qu'on t'aime, quoi. Tu vois. Et moi, il a fallu que j'arrive à désapprendre ça, quoi. À me dire, au fond, moi, j'ai besoin là d'avoir des gens, de les incarner en me mettant moi-même dans l'image. Je ne parle pas des autoportraits, là, je parle de. Parce que c'est comme si je projetais en fait dans la tête de mon modèle ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête à moi. Et pour que ça fonctionne, il faut avoir une image où à un moment donné, on est en apnée, quoi. Et d'ailleurs, régulièrement, on est en apnée quand on travaille, quoi. Enfin, j'ai un rapport au modèle qui est assez particulier. Des fois, je crie, je hurle, enfin, je les touche. Enfin, tu vois, c'est pas hyper sympa, quoi. Je veux dire, mais c'est très. Je suis toujours dans l'explication. Je ne fais pas les choses gratuitement. Je leur explique où j'en suis, pourquoi je fais ça, mais qu'à un moment donné, je trouve un truc et il faut qu'il marche avec moi, quoi. Donc, après, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est de faire une bonne image, de mon point de vue. Si eux, ils trouvent que cette image, elle est dégueu pour eux, bah, je m'en fiche, quoi. Je veux dire, ils n'avaient qu'à pas venir. Et d'ailleurs, enfin, il y a, ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le premier à être confronté à ça. Picasso, qui n'était pas quand même la moitié d'une merde, il peint au début du XXe siècle Gertrude Stein, qui est donc une poétesse américaine qui habite Paris et voilà, qui fait partie qui est hyper intellectuelle, qui est une fille géniale. Et il fait une peinture d'elle, et vous regarderez sur Google, et quand il montre la peinture à Gertrude Stein et à son entourage est horrifié, quoi. Il dit, putain, mais qu'est-ce qui c'est pas possible comme elle est moche, quoi. Je veux dire, mais quelle merde ce Picasso, quoi. Je veux dire, et Picasso, il a cette phrase, il dit, si elle lui ressemble pas aujourd'hui, elle lui ressemblera un jour. Voilà. C'est un peu le portrait de Dorian Gray. Enfin, tu vois, en fait, il se projette dans un rapport au temps. Et là, Picasso, il est dans le début du cubisme où il se cherche, il déconstruit les visages. Enfin, donc il montre une Gertrude Stein qui ressemble à un mec, vieille. Pour une femme, c'est pas hyper sympa. Au fond, ce qu'elle est devenue, je veux dire, les photos d'elle vieille, elle est hyper masculine, elle est très marquée.
tu sais pas si, au fond, inconsciemment, elle n'a pas voulu ressembler à la peinture de Picasso. Et quelque part, je me situe là-dessus aussi. J'ai plein d'anecdotes comme ça de gens qui, après la séance photo, veulent me casser la figure et qui, au bout de quelques années, ça m'est arrivé une fois, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je vais vous citer 2 exemples. Un type que je photographie, comme quoi les photos, gardez bien les photos que vous faites parce qu'elles peuvent vous servir pendant plein d'années. J'étais encore amateur et je photographie une superstar du monde intellectuel. Par politesse pour lui, je n'ai pas cité son nom. Et donc ce mec, vieux beau, à la toute fin du XXe siècle, tu vois, bon, je fais la photo de lui, il est face à un photographe, il se la pète un peu, paf, paf, je le recadre, et puis je fais quelques photos à la con, et puis quelques vraiment bonnes photos. Bon. Et puis je garde évidemment ce que je considère comme une bonne photo. Le type, il est sérieux, concentré, un peu. Et, et donc j'apprends plus tard que ce type, en ayant vu la photo de lui, il a trouvé que j'étais vraiment la dernière des raclures, quoi. Enfin, déjà, il était pas très content. Et ce qui est drôle, c'est que 20 ans plus tard, alors que cette personne-là a quand même bien vieilli, quoi, grossi, etc. Pendant des années, sa maison d'édition, à chaque fois qu'il sortait un livre, m'achetait la photo d'il y a 20 ans, à la demande express de cet auteur-là, de cet intellectuel, pour faire la couve du livre, les 4x3 dans le métro, les photos de presse, etc. Donc je leur vendais à chaque fois 3000 balles, une photo tous les ans. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui a, à un moment donné, détesté, refusé l'image que je montrais de lui, à un moment donné, va l'aimer. Et j'ai plusieurs exemples comme ça de gens qui, lors de la réception, au fond, se trouvent horrifiés, c'est-à-dire devant l'image qui est renvoyée par eux, et qui, plusieurs années après, au fond, ça devient leur image, je sais pas, ça devient une image importante pour eux, on va dire. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Sinon, à part nous, n'hésitez pas à interagir sur la conversation qui est sur le côté, si vous voulez poser une question. Vous pouvez aussi l'écrire, on peut la lire pour que ce soit plus facile pour Voilà. modérer. Mais tu vois, il y a un enjeu quoi, dans la séance et de manière générale dans la photographie. C'est-à-dire que au-delà du projet photographique, je ne sais pas, moi ça m'intéresse aussi quand on s'était parlé avant qu'on fasse cette conversation, moi ce que je disais, peut-être c'est pas le lieu ici, mais ça m'intéresserait si un jour on peut se revoir en vrai ou par Zoom, mais toi de voir ce que vous faites vous, qu'est-ce que vous étudiez, en fait, vous êtes dans des écoles où il y a des gens qui ont fait un programme, quoi, tu vois, qui répond à des critères. Et ça m'intéresserait d'avoir ces critères-là. Tu vois, parce que moi qui ai appris tout seul, je ne me suis pas posé la question de ce qui était la norme. Enfin, je m'en fiche, la norme. La norme, c'est qu'est-ce que moi je ressens. Mais c'est ça la norme. Parce que ce que je ressens moi est différent de ce que tu ressens toi. Donc, du coup, le résultat de ces 2 pratiques va être normalement différente et donc complémentaire, etc. On peut en parler. Je trouve ça, il y a quelque chose là, tu vois, dans l'apprentissage en fait de la photographie qui est hyper intéressant. J'ai vu là hier par exemple, comme je suis abonné à toute une série de lettres à la noix là, j'ai vu qu'il y avait dans une newsletter, j'étais pas au courant, mais il y a une entreprise allemande en fait qui fait un classement des artistes par pays. Et donc il y a un classement des 4000 artistes français. Selon quoi? Selon Alors, il y a plusieurs critères, en fait. C'est suivant les expositions que tu as fait, nationales, internationales, les foires, les ventes, dans des ventes enfin, dans des ventes au-delà, enfin, dans des choses qui sont publiques, en fait, quoi, tu vois. J'ai vu que j'étais référencé dans ce classement-là. Donc, tu vois, du coup, un photographe peut être un artiste. Enfin, je trouvais ça hyper, tu vois, ça m'a fait tout bizarre parce que du coup, tu rentres dans un classement que quelqu'un décide en disant, bah voilà, ça, c'est des artistes qui représentent la France, quoi. Voilà. Et au fond, moi, j'ai appris tout ça tout seul. J'ai fait aucune école d'art, de photographie ou de quoi que ce soit. Donc,
tu vois, avec ce que vous avez appris, avec ce qu'on vous apprend, comment vous allez vous servir de ça pour faire une pratique photographique? Comment vous allez désapprendre un certain nombre de choses pour vous libérer de certains cadres en fait de l'apprentissage? Enfin, tu vois, je me dis qu'il y aurait une discussion annexe. Là, on sort du sujet, hein, mais moi, ça m'intéresserait vachement de voir ce qu'il y a dans la tête d'un étudiant aujourd'hui, en fait, quoi. Ok. Je sais qu'on avait peut-être prévu à la toute fin pour les personnes qui le souhaitent de montrer leur book parce que j'avais cru comprendre que tu avais cet intérêt de voir aussi des travaux pour échanger à ce niveau-là. Ouais, Donc, ouais. on pourra peut-être s'accorder un temps à la fin de ce visio pour en parler, peut-être sans l'enregistrement ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Nickel. bonne idée. Voilà. Moi, j'ai peut-être une question, pardon. Mais tu demandes aux étudiants. Moi, je ne suis pas étudiant, hein, malheureusement. Qui es-tu? Alors, Ouais, vas-y, Carl. Laurent travaille en fait à Louis Lumière. Donc, c'est aussi, il nous a aussi aidé pour monter cette conférence avec le Zoom. Super, bonjour. Voilà. Et moi, donc tu posais la question aux étudiants par rapport à ce qu'ils attendaient de leur apprentissage, mais moi j'ai une question à te poser aussi. Qu'est-ce que tu considères, enfin, quelle est la partie technique de ton métier, le pourcentage technique? Parce que moi je ne connais pas grand-chose en photo, mais et non plus en lumière photo, mais il y a quand même une partie technique, il y a quand même des fondamentaux à avoir pour savoir bien tenir un appareil photo, bien utiliser un appareil photo et aussi faire une belle lumière. Alors, je dirais en pourcentage, je ne veux pas être trop provocateur, mais je dirais peut-être 2% de technique et 4, enfin, tu vois, mais oui et non. C'est-à-dire que en fait, ma photographie est hyper technique dans le sens où, tu vois, précisément, j'utilise la lumière au centimètre, je la bouge dans un état. Bon, voilà. Je suis hyper rigoureux. Comme je travaille en fait avec une lumière continue, donc toute pourrie en matière de puissance, je suis à pleine ouverture. L'intérêt de la pleine ouverture, c'est que la profondeur de champ est faible. L'inconvénient, c'est que quand tu poses, il suffit que moi, ma zone de netteté, c'est 2 millimètres, quoi. Donc, en gros, le bout du cil, il est flou par rapport à l'œil, quoi. Et souvent, j'arrive à avoir le bout du cil net en même temps que l'œil. Là, je suis hyper chanceux. Mais donc, la personne, il suffit qu'elle bouge un peu et le champ, je l'ai perdu, quoi. Enfin, le point, je l'ai perdu, quoi. Et donc, effectivement, au fond, pour moi, le ratio technique, il est comme ce que je disais tout à l'heure sur le choix de la lumière par rapport aux hommes de pouvoir, c'est qu'il faut que je puisse m'assurer de son accompagnement pour pouvoir m'en dégager. C'est-à-dire que dans la séance, au fond, il faut que je me concentre sur un aspect psychologique et pas du tout sur un aspect technique. Donc tout ça, c'est vu en amont. Moi, j'ai tout appris tout seul. Donc il y a plein de choses sans doute que je ne fais pas bien. Pour répondre à ta question, je peux citer une anecdote. En fait, ma première expo que j'ai faite, j'étais à la FNAC à Strasbourg à l'époque. Et j'ai fait des grands tirages. Et comme on est aussi à la fin du siècle dernier, voilà, j'ai plus de 100 ans, et au XXe siècle, vous vous rendez compte? Et du coup, les tirages en argentique, j'ai squatté l'appart de ma petite amie, là, parce que c'est le seul appart que je connaissais où j'ai retourné la tête de mon agrandisseur pour projeter sur le sol. Et donc, on avait du papier en rouleau qu'on coupait. C'était un tirage d'1 mètre sur 1 mètre. Donc, on exposait la feuille. Et après, pour la révéler, pour faire le processus voilà, chimique, j'ai travaillé avec des gouttières, mais littéralement des gouttières comme on a sur les toits, quoi. Donc, il faut rouler le papier, il faut le mettre, et donc il faut être à deux. Donc, j'ai demandé autour de moi quelqu'un pour m'aider, et un type hyper gentil a passé 2 jours avec moi à m'aider, et c'est quelqu'un qui était salarié, en fait, un jeune photographe, qui était salarié d'un studio de pub, qui faisait beaucoup de packshots. Et donc, ce type hyper sympa, voilà, on fait ça pendant 2 jours, pendant 15 heures par jour, et à la fin, il me dit oh, putain, il faut que je te dise un truc quand même, ça me perturbe depuis 2 jours. Je dis bah ouais, vas-y. Et il me dit mais en fait, je suis assez embêté parce que tout ce qu'on m'a toujours dit que c'était des erreurs, enfin, les erreurs photographiques qu'on m'a apprises, putain, tu les fais toutes, quoi. Tu vois.
C'est-à-dire qu'à l'époque, donc j'explosais mes films parce que j'ai jamais su faire une mesure de la lumière. Toi, donc tu vois, le flash, je préfère l'envoyer bourrin. Je me dis, bon, bah, bourrin, c'est mieux que trop peu, quoi. Donc, du coup, j'étais au moins 3-4 gaffes sur X. Comme je suis un peu myope, bon, bah, tac, toi, les mecs, je leur coupe la tête, plutôt que d'avoir la tête bien avec un peu de champ au-dessus pour pouvoir recadrer. Euh, euh, Tu vois, les gens, ils sourient pas, enfin, alors que c'est comme un code dans la représentation, dans le portrait de sourire. Je vais peut-être même avoir tu vois, voilà. Donc, il y a toute une série de choses comme ça. Comme j'ai appris tout seul, et ben, du coup, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Tu vois, et moi, j'ai découvert un mec à l'époque qui s'appelait Joseph Koudelka, qui est un photographe de Magnum, enfin, qui est toujours vivant, mais enfin, je crois, et qui bossait, tu vois, en surexposant ses films avec des tirages hyper contrastés. J'ai été très marqué par le travail de William Klein quand il a fait sur New York. Donc là, on est dans les années, je sais pas quoi, 60, 70, quoi, tu vois, 60 même. Tu vois, et donc, en fait, c'est l'idée de s'affranchir de ce que peut produire la technique. Donc, j'ai plein de manques. Tu vois, moi, on m'a appris qu'un broncolore, il était capable de faire un éclair hyper rapide. Et moi, je ne sais même pas ce que je ferais d'un éclair hyper rapide, puisque moi, je fais mes photos au 30e de seconde. Mais si je peux avoir un éclair hyper rapide, je suis content. Mais que j'ai celui-là ou un autre, au fond, dans ma pratique, ce n'est pas nécessaire. Mais sans doute qu'il y a plein de choses que je ne fais pas parce que je ne sais pas que ça existe. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que ça veut dire que, par exemple, ta série Figure du pouvoir, tu as fait quand même des tests de lumière, tu as créé une lumière qui te plaisait, et ensuite, après, tu as appelé les gens, ou c'est vraiment sur le moment, tu as testé directement sur eux pour voir que ça marche, et après, tu l'as appliqué à toutes les personnalités qu'on posait pour toi? En fait, ouais, moi, j'ai toujours fait ça comme ça. C'est-à-dire que tu travailles un peu en amont. Par exemple, une année, le journal Libération m'envoie au Festival de Cannes. Euh, Oui, je peux partager mon écran justement pour montrer. oui, D'ailleurs, j'ai quelques photos d'ailleurs là-dessus, ouais, c'est ça. elle annonce un peu aussi cette série Figure du pouvoir par rapport à une lumière un peu forte et aussi. C'est la fin de la période de la presse, en fait, ça. Donc, du coup, je vais partir à Cannes. On est en 2007. Moi, j'ai toujours fait de l'argentique, donc je travaille soit avec un Rolleiflex en 6.6, soit avec un Mamiya C330 en 6.6, quoi. Donc, j'ai des films de 12 poses, voilà. Et puis, ça passe au labo. Et autant en noir et blanc, je peux faire ça tout seul, autant en couleur, c'est pas possible. Et donc, le problème, en fait, de Cannes, c'est que euh, euh, il faut transmettre du jour pour le jour ou du jour pour le lendemain, tu vois. Donc, du coup, techniquement, on est obligé de bosser en numérique. Moi, j'ai jamais fait du numérique de ma vie. Je trouve ça tout pourri. Enfin, j'ai aucune envie d'en faire. Et là, soit je refuse le job, soit j'accepte. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai dit au journal, ouais, il n'y a pas de problème, je vais te faire ça en numérique. Tu vois, j'en fais depuis un certain temps déjà. Je maîtrise, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, 15 jours avant de partir, j'ai acheté un boîtier numérique. Donc, je vais dans une boutique. J'ai appelé des copains avant, toi. Donc, j'ai acheté un 5D Canon, enfin, voilà, le premier 5D qui est sorti. Et, et, euh, et donc, j'arrive à Cannes et j'avais fait, je sais pas moi, 5 séances photo avec le 5D qui était tout pourri, ces séances photo, quoi. J'ai photographié ma copine, un copain, je sais pas moi, une commande. Ah, tiens, Christophe qui vient de mourir. Euh, une commande. Et donc, j'arrive à Cannes, quand même, je flippe grave parce que je me dis, putain, je vais me passer 15 jours là à faire des photos tous les jours pour le journal et je ne sais pas utiliser cet appareil, quoi. Et tout ce que je fais, ça me semble mais vraiment pourri, quoi. Et donc, je me suis dit, mais il faut qu'on change de paradigme. Pour m'aider, comme je vais faire quand même des photos pas très intéressantes, et pour en avoir parlé avec des copains qui l'avaient déjà fait, c'est quand même un moment où on est dans on va dire, ce n'est pas des vraies rencontres. C'est-à-dire que tu as des séances photos de 2 minutes, de gens qui ont déjà été photographiés 10 fois avant toi, qui le seront encore 10 fois après toi. Donc, autant te dire qu'ils n'ont rien à battre de toi, quoi. Avec des attachés de presse qui sont hyper virulentes en disant, bon, c'est fini, Olivier, vous avez encore 30 secondes, il faut s'arrêter. Et donc, tu fais, tu vois. Et donc, je me suis dit, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 fois la même photo, enfin, je vais faire 2 photos de la même personne que je vais assembler. En fait, parce que pourquoi? Parce qu'une photo mauvaise, ben, c'est une photo mauvaise, quoi. Elle est ratée, quoi. Alors que 2 photos ratées, qu'est-ce que c'est? 2 photos ratées, eh ben, c'est déjà plus intéressant. Tu vois, tu peux faire un truc, quoi. Et, euh, et, euh, et, euh, et du coup, je suis parti avec cette idée-là.
et voilà. Et je ne connaissais pas l'appareil photo, je ne connaissais pas le procédé numérique, quoi. Mais comme pendant 15 jours, j'ai fait 4 séances par jour, et il fallait que je retravaille les photos, que je les envoie au journal, et ben, je me suis formé. Je suis revenu de Cannes, ben, je savais utiliser l'appareil numérique. Alors que je pense que si je l'avais acheté en fait en amont, j'aurais fait mes essais, ils auraient été tout pourris, et je me serais dit, je l'aurais rangé dans un coin et j'aurais continué en argentique, quoi. Et donc, pour répondre à ta question, je pense qu'à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, mais de manière assez brutale, quoi. C'est-à-dire que si tu te jettes à l'eau et que tu es loin du bord, eh ben, tu es obligé de nager jusqu'au bord. Alors que si tu peux l'attraper avec la main, ben, on est tous humains, on va l'attraper avec la main, quoi. Donc, le fait de s'acheter quelque chose, du matériel, quelle que soit prise de vue, éclairage, tout ce que tu veux, en se disant, évidemment, tu y as réfléchi en amont, quoi. Tu dis, je sens que c'est ça qu'il me faut. Et puis tu pars avec, eh ben, tu es obligé de l'utiliser. Et tu es obligé de trouver des trucs qui fonctionnent. Donc, toi, cette contrainte, elle te plaît dans ton travail? Ouais. En fait, la contrainte, c'est hyper bien. Il n'y a que ça qui est bien dans la contrainte. C'est que si maintenant tu me dis photographie, machin truc, dans Paris. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un mauvais exemple, mais on va dire qu'en temps normal, ben moi, je suis perdu, quoi. Tu vois, parce que dans Paris, je sais pas, il y a 10 000 endroits possibles qui sont formidables pour faire des photos, quoi. Donc pourquoi je choisirais celui-là plutôt que celui-là? Si maintenant tu me dis, on est dans une cave, fais la photo. Bon, bah, c'est pas compliqué. Dans la cave, il y a un endroit où il y a de la lumière du jour éventuellement. Il y a un endroit où il y a, je sais pas, il y a 4 murs, quoi. Donc du coup, on va dire qu'il y a un mur où il y a une bibliothèque avec plein de bazar, un mur qui est à peu près vide. Enfin, tu vois, assez rapidement, tu vas pouvoir te dire, bon, et ben en fait, dans cette séance, j'ai soit l'enjeu de la lumière du jour avec le petit vasistas, soit l'enjeu d'un mur qui est vide, et il va falloir que j'apporte une lumière, mais je n'ai pas d'autre solution, quoi. Donc, du coup, je vais faire une photo là ou une photo là. Donc, tu Bah, vois, ouais. je vais justement rebondir par rapport à ça et par rapport à ce qu'on disait au confinement. Donc, en ce moment, on est dans cette période de confinement qui est un peu une contrainte pour photographier, qui limite quand même énormément. Hmm. Et comment ça se passe pour toi, etc. Et ben, moi, je suis donc quand le confinement est pas loin d'arriver, j'en parle à des copains des gens en fait que j'ai photographiés pour les figures du pouvoir, qui sont devenus des copains. Et il y en a un qui est le grand patron du CAC 40, tout ça. Je l'ai au téléphone, il se trouve que c'est un mec qui m'appelle une fois tous les 6 mois. Je lui parle, hyper sympa, salut, comment tu vas, etc. Et je lui dis, tu vas faire quoi, toi, les prochains temps? Il me dit, bah, moi, j'ai 150 000 salariés, toi, je vais te dire, je vais rester au bureau tous les jours, quoi. Et il me dit, et toi, j'espère que tu te casses, quoi. Tu vois, t'as rien à faire à Paris. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, en raccrochant, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Et, et en fait, je comprends, avant que le confinement arrive, que tous les plans que j'ai, ils s'annulent tous les uns après les autres, quoi. Donc, je passe quand même assez rapidement à 0 boulot, 0 € de revenus, quoi. Et donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces semaines? Et il se trouve que moi, j'ai de la famille dans les Cévennes. Et, euh, et, euh, et je fais des photos là-bas depuis des années. J'ai déjà mis dans certaines expositions. Tu peux aller d'ailleurs sur la rubrique exposition sur mon site. Ça doit être tout en haut. Exposition. Et là, il y a un truc qui s'appelle, il faut que tu ailles vers le milieu, c'est Aller dehors en 2014, Aller dehors, la criée Rennes. Voilà. Ça, c'est donc des photos que j'ai faites à la Criée, qui est un centre d'art contemporain qui est référencé, enfin, c'est un des grands centres d'art en France. Et en fait, c'est des photos que je fais dans les Cévennes. Donc, en gros, c'est mes photos de vacances, quoi. Mais ça fait longtemps que je travaille là. Et je me suis dit, mais ça fait des années que j'ai envie de vraiment travailler à cet endroit-là, parce que c'est une maison qui est assez, c'est très isolé, tu n'as pas beaucoup de confort, c'est assez violent, quoi. C'est très spartiate. Et du coup, je me dis, mais tiens, voilà en fait une bonne occasion de pouvoir travailler. Donc, je suis parti là en me disant, quitte à passer 2 mois à pas gagner d'argent et avoir personne qui m'appelle, autant que je sois dans un endroit où je puisse bosser. Et, euh, et donc, j'arrive là au début du confinement et la première semaine, elle est hyper douloureuse, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je ne vais pas tenir, ça va être quoi ma vie? Enfin, bon. Et,
Et puis, je commence à faire 2-3 photos. Bon, c'est pas vraiment intéressant. Et là, j'ai Arte, la chaîne de télé, qui m'appelle et qui me dit, voilà, on va lancer une série autour du confinement vue par des photographes. Est-ce que tu veux en faire partie? Et donc, il faut produire chaque semaine 1 minute de narration, donc un texte que tu écris, que j'enregistre avec mon téléphone, que je leur envoie. Et eux, ils font un montage à partir des photographies que j'ai faites et que j'envoie. Et du coup, depuis que je suis en confinement, eh ben, je fais ce travail-là. Je travaille en fait. Les Cévennes, c'est quoi? C'est une maison isolée dans la montagne où il y a une rivière. Donc il y a de l'eau, il y a des pierres, il y a des arbres qui sont morts, il y a des bêtes. C'est très animal. Et là, vous ferez le lien d'ailleurs avec mon travail sur le pouvoir, au fond, quoi, tu vois, qui est finalement pas très éloigné dans la nature intellectuelle. Et donc, je travaille là et je fais ces trucs-là qui sont diffusés le dimanche, mais comme j'ai pas la télé, je m'en fiche, je ne vais pas les voir. Et donc, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais ils vont me les envoyer à la fin. Je pourrais vous en envoyer si vous voulez les mettre en lien de votre de la vidéo. Donc, au fond, tu vois, je me suis rendu compte que je ne sais pas comment le dire poliment, mais ces semaines-là, ce gros mois et demi de vacances, quoi, je veux dire de vacances de travail, je m'en sers comme d'une résidence, une période en résidence où je travaille pour moi. Il se trouve que là, j'ai cette chance d'avoir Arte qui du coup, me rémunère pour faire cette série, mais que j'aurais de toute façon fait pour moi. Sincèrement, je l'aurais fait moins bien, mais, parce que j'aurais été moins exigeant. Mais donc voilà, donc je fais ça et je me dis, bon, bah, je vais bientôt rentrer à Paris, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire là-bas? Et on va pouvoir se rencontrer. Voilà. Et comme nous tous, je pense qu'il y a un grand inconnu dans ce que va être l'avenir. On verra. C'est pour revenir à ce que je disais au début de la discussion, peut-être que ce qui est un trait commun d'un certain nombre de photographes indépendants, c'est quand même l'idée d'être entrepreneur. Dans un sens où on peut se la péter, je suis un artiste, on peut dire ce qu'on veut. Je veux dire, l'enjeu d'un photographe professionnel, c'est de se lever le matin pour se mettre devant son ordinateur à travailler des images, à appeler des gens, à penser à des projets, à aller faire des images, sans que personne ne nous demande rien. Donc ça, on peut le faire, quelles que soient les circonstances. Et la question, c'est combien de temps ça dure. Parce que moi, à l'inverse de vous qui êtes étudiant, je gagne ma vie en vendant des images. Et là, c'est vrai que les choses ont changé parce que les modes traditionnels avec lesquels je gagnais ma vie en fait en vendant des images évoluent. Voilà. On verra. Ok. On a une question de Noé qui écrit: raconte-nous un de tes meilleurs moments de shoot, là où tu as appris quelque chose ou un vrai moment de photographie pour toi. Voilà. Donc raconte-nous un de tes meilleurs moments de shoot, là où tu as vraiment appris, là où tu as appris quelque chose. Tu peux aller sur mon site, s'il te plaît. Je vais vous raconter l'histoire de la séance avec Jeanne Moreau. Alors, elle est où sur ton site? Si je vois, je te dis. Elle est dans Ok. série, je pense. Tu m'as dit dans quoi? Clique sur série tout en haut là. Ouais. Voilà, là tu cliques sur le mec en bas à droite là, qui est le producteur de Kubrick, qui est un mec super. Et tu vas un peu sur la droite. Voilà, stop. Jeanne Moreau. Donc, ça, c'est ma première image en tant qu'artiste, enfin, en tant que vrai photographe, quoi. C'est-à-dire que jusque-là, je travaille en commande tout le temps, tout le temps, tout le temps. On m'appelle vachement et voilà. Et à un moment donné, c'est le supplément du Monde M là, qui me dit, bah tiens, on va faire la couve sur Jeanne Moreau et tout un dossier dedans. Tu voudrais pas aller la suivre dans un festival de Cinoche? Je dis ouais, si tu veux, ouais, pas de problème. Et donc, on va en Belgique, on a rendez-vous Gare du Nord pour prendre le train ensemble. Et donc, là, je vois, elle est accompagnée d'un mec, c'est François Ozon. Et donc, François Ozon, Jeanne Moreau et moi, on est tous les trois dans le train et puis on va passer 2 jours ensemble. Et, et, euh, et donc, je fais des photos, c'est sympa. Enfin, j'ai plein d'anecdotes géniales de ces moments quand même assez fous de ces 2 jours, parce que c'était une femme vraiment formidable et très libre, au fond.
Et quand même, comme je suis un peu malin, je chope son 06 à un moment donné. Et, euh, et, euh, et quand je reviens, donc je passe les photos au journal qui vont faire leur couve et tout, la couve et le dossier. Et puis je tourne en rond autour d'eux. Est-ce que je l'appelle, je l'appelle pas, parce que je suis un peu un grand timide quand même. Et du coup, je l'appelle. Et j'appelle Jeanne Moreau. Je dis voilà, c'est Olivier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bonjour Olivier. Et je dis voilà. En fait, je lui propose de faire une nouvelle séance, mais pas pour le journal, juste pour moi. Et pour rien, en fait, quoi. Et je lui dis, je suis vraiment désolé parce que vous n'avez pas que ça à faire, mais voilà, moi je sens que c'est important, j'ai bien aimé notre rencontre, j'ai envie de creuser quelque chose, de partir une image documentaire, quoi, de faire un truc plus personnel, enfin. Voilà. Et elle me dit d'accord. Elle me dit, bon, par contre, il y aura mon coiffeur, mon maquilleur, parce qu'ils sont toujours là et tout ça. Je dis, oui, bien sûr, pas de problème et tout. Je prends leur portable, je les appelle en disant, tu vois, genre, je vais faire cette photo pour rien, moi je n'ai pas d'argent. Ça me dit, ah, il n'y a pas de problème, ça nous fait plaisir. Et donc, j'ai rendez-vous chez elle. Et cette séance, c'est ma première séance où j'arrive chez quelqu'un qui est connu, si tu veux, toi, qui a l'habitude de poser, qui a l'habitude d'être photographié dans des situations souvent mises en valeur, tu vois, avec des super habits, des décors, etc., qui s'est posée d'ailleurs. Elle a tourné avec les plus grands cinéastes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec elle, tu vois. Et comme c'est quelque chose, moi j'aime bien travailler comme ça, j'aime bien l'obsession. Donc j'y pense toutes les nuits, quoi, à chaque fois que je m'endors et pendant que je dors, je fais des rêves. Et puis 2 jours avant la séance, je la rappelle et je lui dis voilà, j'ai pensé à un truc. En fait, la photo que j'aimerais faire, c'est un travail sur la peau. C'est-à-dire que si on a des habits, eh ben, on voit les habits et puis on voit la peau. Mais si maintenant il n'y a plus d'habits, est-ce qu'au fond la peau peut devenir un habit? Et donc je lui dis voilà, j'aimerais, s'il vous plaît, madame, qu'on puisse faire une photo où vous ayez les épaules dénudées. Elle me dit oui, pas de problème. Donc tu vois, c'est que j'ai fixé dans ma tête et dans sa tête le cadre de ce qui allait être notre séance. Et donc, du coup, je sais que ma séance, elle va s'arrêter au-dessus des seins parce que, bon, voilà, c'est indécent sinon. Et que je vais pouvoir m'approcher de 10 cm et me reculer de 10 cm, quoi, grosso modo. Et donc, j'installe tout ça et on fait la séance. Et elle, qui a l'habitude de poser, elle commence par faire des poses, tu sais, enfin, bon, elle fait l'actrice, quoi, tu vois. Et puis, je l'amène peu à peu, en fait, à ce qu'on soit réellement concentré et qu'elle abdique, en fait, son pouvoir à elle de grande icône du cinéma mondial et d'oublier, en fait, ce qu'elle fait là. Et cette photo, là, bon, on ne la voit pas très bien, mais si vous venez un jour au studio, vous la verrez en vrai. Ça aussi, d'ailleurs, je fais juste un aparté, mais ça, ce sera à vous de définir dans votre pratique photographique ce que c'est qu'une image. Pour moi, c'est très simple. L'image que je produis, c'est celle qui est en tirage de collection, dans le format que j'ai décidé, avec l'encadrement que j'ai abouti. Je n'encadre pas de la même manière suivant les séries. Ça, c'est ma vraie image. Tout le reste, c'est que des reproductions. Et je ne sais pas si vous êtes ami de la peinture, mais il y a toute une série de peintres. Par exemple, Lucian Freud, qui est un peintre anglais qui est mort il y a quelques années, qui photographie lui aussi des corps et des visages que j'adore complètement. Je connais son travail par cœur, par les livres que j'ai de lui. Et un jour, il y a une expo et j'y vais. Et je tombe par terre parce que je me rends compte que c'est pas du tout la même chose, quoi, que j'avais rien vu de ce mec, quoi, qu'il a toute une pigmentation, qu'il a une épaisseur de la toile qui est évidemment projetée par la peinture qui met sur la toile, qui n'a rien à voir en fait avec la représentation qu'on a. Et du coup, même si nous on fait de la photographie, un truc qui est virtuel, quoi. Je veux dire, c'est que ça peut être sur Internet, ça peut être en vrai, ça peut être sur plein de papiers différents. Je me suis rendu compte que la photo où je me disais, putain, là, je me sens à l'aise avec elle, dans mon travail, hein, c'est dans ce cadre-là. Et tout le reste, ça reste des reproductions. Donc là, vous avez une reproduction de ma photo. Là, c'est dégueu, la tête, elle est trop blanche, et puis c'est pourri, c'est gris, c'est machin, enfin bon, ça ne va pas. Là, il y a aussi, on rentre dans une autre problématique à laquelle vous devez réfléchir, à mon avis, c'est l'idée du format. C'est-à-dire que voilà, une grande photo, une petite photo, ça ne dit pas la même chose, alors que c'est la même photo.
Et donc, c'est intéressant, là encore, cette polysémie, en fait, en matière d'exposition, de monstration, de la manière, sans parler de scénographie, juste en parlant de taille d'image, des différents sens que ça va pouvoir donner. Donc, voilà. Donc moi, dans mon emploi du temps, j'ai une partie de mon temps qui est consacrée à ça. Donc voilà, donc bref, je photographie Jeanne Moreau et à un moment donné, elle s'abandonne. Et c'est dingue, parce qu'on efface, vous, ça vous dit peut-être rien, moi c'est pareil, je suis trop jeune, mais nos parents, vos grands-parents, j'en sais rien, moi, enfin, bon, un certain nombre de gens, c'est la question de la star, de l'icône, au fond. Et ça, c'est aussi un travail que je fais, que je cache, que je montrerai peut-être dans 10 ans, tu vois, où j'essaie de contacter les stars et pour leur proposer de poser pour moi. Alors évidemment, je ne vous dis pas la galère que c'est. Il y en a certaines après qui veulent vraiment m'envoyer des tueurs à gages. Juliette Binoche, c'était très, très compliqué la pré-séance, alors que la séance est géniale. Donc voilà, donc c'est un travail parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est-à-dire que vous et moi, bon, ben, on aime ou pas notre visage, mais bon, finalement, on se voit sur notre carte d'identité, sur notre carte d'éléphant. Bon, bref, on a des images de nous sur des supports physiques et puis sur des supports virtuels sur nos portables. Et même si on a des filtres, on se voit quand même souvent dans le miroir quoi, le matin. Donc, on voit à peu près à quoi on ressemble. La star, c'est quelqu'un qui se voit sans arrêt mise en scène, donc soit dans un film où elle joue en fait un personnage, soit dans des magazines où les grandes marques lui ont prêté des sapes pour s'habiller, elles ont été coiffées, maquillées. Elles ne sont pas dans le réel. Et donc, comment est-ce qu'on peut montrer une star? Je vous rappelle quand même que star, en anglais, ça veut dire étoile. Et c'est hyper intéressant l'analogie. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Une étoile, c'est un truc qui brille. Donc, c'est soit quelque chose qui, comme un soleil, en fait, a une lumière qui vient de l'intérieur d'elle-même, qui est rétroéclairée, comme une table lumineuse, soit c'est quelque chose sur laquelle on a porté une lumière. Mais en tout cas, dans le rapport à la star, il y a toujours le rapport à la lumière. Tu vois. Et donc, moi qui suis photographe, je vais porter de la lumière sur ces gens-là. Quelle lumière je porte pour en dire quoi? Voilà. Et donc, Jeanne Moreau, c'est cette première fois où, à un moment donné, une personne, pas n'importe laquelle en plus, me dit, vas-y, have fun, faisons un truc pour rien. Et à partir de là, en fait, ma vie a changé. Et je peux vous dire que ce n'est pas forcément dans le meilleur des cas, enfin bon, après, on ne choisit pas. C'est qu'à partir de là, je me dis, mais je ne peux plus travailler pour la presse. Parce que je suis trop frustré. C'est que je rencontre des gens géniaux, mais qui en fait s'en fichent de moi, qui sont là que pour faire une photo parce qu'ils vont promouvoir un livre, un film, une réforme, tu vois, la création d'une entreprise, etc. Mais ils ne vont pas faire une photo pour moi. Ils ne vont pas se laisser aller. Et donc, il faut que je photographie ces gens-là pour rien. Et c'est là où pour répondre à ta question, hein, une photo importante pour moi, tu vois, c'est cette séance-là, en fait, elle m'a permis de devenir vraiment photographe, de travailler pour moi. Ok. Eh ben, j'ai une autre question de la part de Lou qui demande qu'est-ce qu'une image réussie pour toi? Bonne question. C'est une photo où je me dis, il y a un truc qui pue. Alors, dans mon langage à moi, dans mon vocabulaire, quand je dis que ça pue, c'est que, tu vois, il y a un truc qui t'attire et que tu n'arrives pas à nommer. Voilà. Il y a une profondeur, quelque chose que tu ne comprends pas, mais tu sens que c'est à sa place. Tu vois. Une bonne image, en fait, c'est une image qui va me permettre de me mettre en déséquilibre, qui va me faire réfléchir. C'est une photo à laquelle je vais repenser plusieurs jours après. Et je trouve que c'est particulièrement vrai. Vous pouvez tous faire cette expérience-là, en fait, dans le monde dans lequel on vit, qui est nourri par des images. C'est-à-dire, à la fin de la journée, sur Instagram, sur plein de choses, on a vu des milliers d'images. C'est-à-dire, 2 jours après, dites-vous, posez-vous la question. Voilà, il y a 2 jours, j'ai vu quoi comme photo? Tu vois, enfin, quelles sont les images qui m'ont marqué? Donc, voilà. Peut-être qu'une bonne image, ça va être ça. Okay. C'est une image qui va me faire réfléchir. Voilà. Et pour moi, en fait, je vais relire ça à la littérature. Une bonne image, c'est comme
un projet de livre ou un passage d'un livre qui va me perturber encore et encore. Et j'ai souvent en fait des phrases de la littérature en fait qui me restent à l'esprit. Voilà. J'en fais rien dans mon travail photographique, mais je veux dire, c'est des phrases qui sont a priori banales, sorties de leur contexte, et qui pourtant en fait sont dans un sens qui est bien plus profond que simplement les mots qui sont mis l'un à côté de l'autre. Voilà une bonne image, en fait, c'est ça. C'est des mots que tu pourrais mettre autrement dans la place, dans la phrase, mais que tel que c'est placé, finalement, tu dis putain, quel pied, quoi. Ça, je vais vous donner un exemple. Quand Flaubert, en fait, fait son roman que j'oublie là, mince, son gros roman sur la Tunisie. C'est ni Bovary, ni éducation sentimentale, c'est le troisième. Attends, je regarde quand même, évidemment. Ah zut, attends. Parce que c'est important. Salammbô. Salammbô. Voilà. Quand Flaubert fait Salammbô, je vais vous le dire de tête, donc j'espère pas me planter. La première phrase de Salammbô, attends, je ne veux pas me planter. Tac, 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 tac. Salammbô. Si quelqu'un a un réseau moins pourri que le mien, je veux bien que vous me trouviez la première phrase. Ah non, attends, il faut que ça me revienne, je veux y arriver tête. Attends. Si quelqu'un là, attendez, dites-moi si c'est vrai. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Est-ce que c'est ça? Flaubert, Salammbô, première phrase. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Bon. Flaubert, il écrit ce truc. Imaginez maintenant, on se projette dans le cinéma. C'était à Mégara. On est dans un plan large. Faubourg de Carthage. On se rapproche dans les jardins d'Hamilcar. Tu vois, il y a une manière, je trouve, hyper visuelle, en fait, d'écrire la phrase qui, moi, c'est hyper simple et en même temps, j'y reviens sans arrêt. Voilà. Donc, typiquement, pour faire une bonne image, je pense à Flaubert, voilà, par exemple. Mais on fait ce qu'on peut. Enfin, je veux dire, tu vois, voilà. Je trouve que là, il y a une sorte de poésie. Il te donne en fait, il te donne plein d'informations. Je ne suis pas assez intelligent pour vous l'expliquer. C'est du ressenti, tu vois. Toi, Mégara, faubourg de Carthage. Enfin, je trouve ça hyper bien. En fait, je me suis trompé. Je vais le refaire. Je commence à fatiguer là. Exactement, ce que fait Flaubert, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il est génial. C'était à Mégara. On est dans un plan moyen. Faubourg de Carthage, on est dans un plan large. Dans les jardins d'Hamilcar, on est dans un plan serré. C'est justement l'inverse que j'ai dit tout à l'heure. C'est que normalement, n'importe quel cinéaste, mec de BD, romancier d'aujourd'hui, il fait soit un zoom avant, soit un zoom arrière. Tu vois, la première case, tu es très loin, tu vas te rapprocher petit à petit jusqu'au visage. Et Flaubert, là, putain, le mec, on est au 19e siècle, quoi. Il fait une rupture comme ça dans la temporalité, où il commence par un plan moyen, il fait un plan large et après il fait un plan serré. Et je trouve que ça, voilà, dans le traitement littéraire, il y a quelque chose qui me bouleverse et je me dis, à mon petit niveau de photographe, j'adorerais pouvoir faire des trucs qui ressemblent à ça. C'est-à-dire que sans doute que ses potes, s'ils lisent son bouquin, ils disent, non mais hey, Gustave, t'es vraiment trop con. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, tu vois. Et le mec, sans doute qu'il peut pas l'expliquer, il se dit, mais putain, mais je suis désolé les gars, quoi. C'est comme ça qu'il faut que j'écrive mon truc parce que sinon, effectivement, je suis dans une progression, ouais, c'est chouette, quoi. Je fais de la littérature, mais j'en ai rien à faire de la littérature, tu vois. Et peut-être que là, on a une des clés sur la manière de faire des images. Et chacun d'entre vous, vous avez une personnalité, je veux dire, voilà, faites-la ressortir. Ok. On a une question de Émile qui écrit « J'aurais aimé savoir comment vous préparez une prise de vue, si vous partez avec une image préconçue en tête ou si au contraire l'image se définit lors de la session. Merci. » Alors, jamais d'histoire préconçue. Parce qu'en fait, la rencontre humaine, elle est toujours unique. Et moi, ma photographie, c'est le résultat de deux choses. C'est le résultat de la personne que je vais photographier et de mon humeur du moment. Il y a des jours où je suis très content, des jours où tu vois, je suis un peu tout mou, des jours où je vois le monde en noir, enfin bref. Et que ça va me faire des images qui ne seront pas les mêmes.
Donc, du coup, j'y vais les mains dans les poches. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, j'installe toujours mon set pareil, quoi. Tu vois, j'ai un tabouret, le fond, la lumière. Bon, la personne s'assied. Euh, euh, et ce que j'adore moi dans une séance photo, mais c'est un vrai amour, quoi. Tu vois, c'est de me dire, je vais avoir, la plupart du temps, je demande 1 heure avec les gens. On va dire, j'ai entre 2 minutes et 1 heure. Mais la plupart du temps, ça se joue entre 45 minutes et 1 heure. Je me dis, il va falloir qu'à un moment donné dans la séance, le modèle comme moi-même, on oublie ce qu'on fait là. Putain, rends compte la folie quand même de ça, quoi. Dans ce monde où finalement les images, on sait que c'est important, donc on veut maîtriser le truc, moi, mon job, il est très simple. Il s'agit que la personne qui est photographiée, à un moment donné, putain, il imagine qu'il est en tongs aux Bahamas, quoi, tu vois, ou voilà, qu'il est en train de dormir, enfin, qu'il ne soit pas là en train de poser. Et donc, pour ce faire, je vais développer toute une série de stratégies dans le langage, dans la manière d'être avec les gens. Et que ce qui est génial dans le portrait, comme on fait de la photographie, c'est qu'au fond, si tu as 1 heure, au fond, tu as besoin de 10 secondes. Moi, j'ai besoin d'avoir la personne qui soit pendant 10 secondes vraiment comme il faut. Et soit je suis capable à ce moment-là de faire la photo, soit j'aurais raté la séance. Voilà, donc l'enjeu, c'est comment mettre en place ça. Voilà. Donc j'y vais en me disant, voilà, au pire des cas, je vais rencontrer quelqu'un et au meilleur des cas, je vais vraiment faire une image, quoi. Et quand je dis faire une image, ça m'arrive peut-être 5 fois par an. Je fais 5 photos par an, en fait, où je me dis, le jour où je meurs, on peut imaginer que c'est des photos que vraiment je considère qu'elles sont bien, quoi, qu'elles tiennent vraiment la route, quoi. Je trouve que si on en fait chacun 5 par an, c'est déjà pas mal, quoi. Jeff Koons, il en fait 1 par an, tu vois. Mais, Jeff Ok. Wall, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Oui, Donc, default, mais mais, on l'avait. et donc du coup, alors c'est d'autres problématiques, au fond, là, il y a une manière en fait de penser. Mais je vous parle de ça, j'insiste sur le fait que c'est ma façon de voir la photographie et que vous pouvez tout à fait avoir une démarche au contraire dans l'accompagnement du modèle, enfin du fait qu'il se relâche. Enfin, bon, chacun son truc, quoi. Ok, si plus personne n'a de questions, je pense qu'on va passer, on va vous montrer nos photos. Ça roule. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur Zoom? Est-ce que chacun met le lien de ces images? Une réponse, s'il vous plaît. Oui, 2 secondes. Je pense qu'on est en train de s'organiser là tous. Ok. Comment ça peut, d'ailleurs, oui, c'est intéressant comment ça peut marcher d'avoir autant d'images et tout ça, mais c'est pas Je mal. pense qu'on tout le monde va mettre un lien vers son compte Instagram ou son site internet. Ouais. Alors peut-être que le mieux, si vous voulez bien, tiens, si c'est moi Tout qui le peux monde. demander un truc, faites-moi un lien sur mon Instagram. Enfin, ceux qui veulent faire par Instagram, allez sur Instagram et faites-moi un truc, quoi, histoire que comme ça, je n'ai plus qu'à cliquer. C'est plus simple que de partir de l'ordinateur. Ceux qui veulent m'envoyer des liens par mail, voilà, enfin, ça n'empêche pas de faire l'un et l'autre. Mais d'ailleurs, si je peux me demander la chose suivante, je trouve aussi intéressant d'avoir une pluralité de vos modes d'expression. C'est-à-dire que vous mettez peut-être pas la même chose sur Instagram que sur votre site internet, que sur d'autres modes éventuellement d'expression. Et d'ailleurs, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a des gens qui utilisent autre chose que les sempiternels trucs qu'on a cités, quoi, tu vois, Internet, Facebook, Instagram. Voilà. Ça peut être intéressant, tu vois. Est-ce que, je sais pas, moi, il y a des gens qui ont une chaîne YouTube et ils mettent leurs images là-dessus. Je dis n'importe quoi. Je veux dire, toi, je trouve qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur la manière dont on monte les images et le lieu où on les montre, en fait, où elles changent de manière d'être pensées, d'être vues. Et vous, vos cours, vous n'en aurez plus du tout avant la rentrée, là. Non, on a des cours en visioconférence, mais on ne se rend pas à l'école avant septembre prochain, au moins. Et vous êtes en quelle année de quoi? On est en 2e année de section photo, Il y a combien à Louis d'années? Lumière. Ouais.
Il y a Il y a combien 3. d'années? 3 années. 3 années, Et ouais. l'année prochaine, vous avez encore des cours ou c'est plutôt la préparation d'un travail perso? La 3e année, elle consiste en fait en les 6 premiers mois, c'est soit des personnes partent en césure avec d'autres écoles ou dans des échanges, ou alors il y a le montage d'une exposition. Et sinon, il y a la rédaction d'un mémoire. Et Et donc, aussi une partie pratique de mémoire. vous n'avez plus vraiment de cours à l'école, hein? En 3e année, au premier semestre, un peu. Au 2e Ouais. semestre, on n'est quasiment pas là. Non, je dis ça parce que comme là, cette année, elle est cramée. Moi, ça me ferait plaisir l'année prochaine, enfin, mettez-le dans les tuyaux si ça vous branche, quoi. Mais tu vois, qu'on se voit en vrai, Ouais. parce qu'il n'y a rien de mieux qu'à un moment donné, être autour d'une table et de poser des images et de faire des Ouais, bien liens sûr. et de se Ouais, ça parler, serait trop. tu vois, en se regardant dans les yeux, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant, cette période de Covid, c'est que, tu vois, dans l'interaction, moi qui passe mon temps, au fond, dans les séances photo, à être dans l'interaction, et en fait, quand je parle aux gens, je vois la manière dont ils réagissent. Et des fois, je leur dis des trucs qui n'ont rien à voir avec la séance. Tu vois, c'est juste pour choper à un moment donné une expression, une respiration, pour pouvoir ou pas m'en servir dans la séance. Et souvent, les gens, je leur dis, top, vous ne bougez pas. On va continuer de parler, mais là, ce que vous venez de faire, on reviendra dessus après et on va le refaire. Et on continue la discussion. Et je leur dis, tiens, vous vous souvenez quand vous avez fait, je ne sais pas quoi, parce que le type se grattait le nez ou s'est recoiffé. On travaille en fait cette partie-là précisément. Et je trouve que ça, c'est une question qu'on pourrait aussi essayer de développer. Vu que la photographie peut se montrer sous tous les supports, et que là, on est dans un monde virtuel, je veux dire, dans quelle mesure, au fond, on peut amener la photographie dans ce virtuel-là, et puis c'est très bien, et dans quelle autre mesure on se dit, ah, c'est quand même trop triste, parce que ça, ce travail-là, eh ben, je ne peux pas le montrer là. Alors, il faut que je le montre en vrai. Et toi, ça nous permet d'affiner, au fond, notre production photographique en fonction de où on va le montrer. Enfin bref. Ouais, j'ai une petite question. Ouais. Une question qu'on a posée à tous les intervenants qu'on a eu en visioconf comme ça depuis le début du confinement. C'est à peu près la même et puis on les mettra un peu bout à bout. C'est plutôt de nous raconter votre meilleure anecdote. Alors pour les chefs-op, c'était de tournage, mais vous, peut-être de prise de vue, de votre meilleure anecdote de boulot. Une seule. Ouais, mais c'est compliqué. Là, tout de suite, il n'y a rien qui me vient, parce que j'en ai plein. Mais donc, je ne sais pas laquelle prendre. Une des meilleures anecdotes, c'est que je vais vous citer celle-là, parce que après, l'histoire est jolie. Quand je suis en train de photographier les financiers, donc comme tout le monde, hein, je ne pense rien de forcément très positif sur ce métier-là, tu vois, ce n'est pas le métier que j'aurais forcément voulu faire. Et donc, je rencontre ces gens, je les photographie. Et puis, à un moment donné, le directeur pas le directeur, mais c'est un des grands patrons d'une banque mondiale qui vient au studio. Et puis, on fait les photos. Donc, il vient pendant 1 heure, tu vois. Et le type, c'est compliqué pour qu'il vienne, tu vois, parce que c'est des gens qui ont vraiment du travail, quoi. Et pas comme moi. Et donc, il est là. Il s'est fait tout beau et tout. Et putain, et je fais les photos. Et au bout de 5 minutes, je me dis, mais je vais rien réussir à faire avec lui, quoi. C'est horrible, quoi. Tu vois. Parce qu'il avait l'air, je sais pas, il était gentil, c'était très sympa, la manière dont on parlait et tout, mais photographiquement, ça marchait pas, quoi. J'essayais un truc, j'essayais 2 trucs, ça marche pas. Et à un moment donné, je lui dis, écoutez, je suis désolé. Je veux dire, est-ce que vous accepteriez de vous tourner? En fait, j'aimerais bien faire une photo de votre dos. Dans ma tête, je me dis, vu que j'arrive pas à photographier sa tête, j'ai photographié son dos, quoi. Et le mec, toi, il est un peu surpris, quoi. Il dit, putain, quand même, j'ai fait tout ça pour que le mec il photographie mon dos, salaud. Et donc, il accepte et tout. Donc, le mec, il est de dos, parfaitement de dos, tu vois, comme ça, avec son costume et tout beau. Et je fais cette photo-là. Et je l'adore, quoi, en fait. Tu vois, au fond, c'est exactement le visage à l'envers du visage, quoi, tu vois. Et ce type est devenu un copain par la suite.
Et à chaque fois, tu vois, il me dit, mais putain, mais quand tu m'as envoyé la photo, mais j'étais mais furieux, quoi. En me disant, putain, le mec, je vais dans son studio, j'annule des rendez-vous, tu vois. Et le mec, il m'envoie derrière une photo d'eau et il me dit, oh putain, merci monsieur, j'ai adoré, elle était géniale cette séance et tout, quoi. Tu vois. Et cette photo, elle est singulière. Et je me suis souvenu, en fait, d'un film qui m'avait marqué, qui s'appelle Yi. C'est Y-I-Y-I. C'est un film de la nouvelle vague coréenne, donc, quand on est dans les années, je sais pas quoi, milieu 90. Et en fait, c'est un film qui est hyper intéressant. Enfin, dans mes souvenirs, hein, peut-être que je l'ai fantasmé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a 12 ans et en fait, qui fait des photos des gens de dos. Et il y a une scène, donc il a un petit appareil, parce qu'il a 12 ans, un petit appareil jetable. Enfin, tu vois, on est en Corée du Sud, ou en Taïwan, je sais pas. Et il y a une scène qui est hyper bien. C'est le père et le fils qui sont dans un garage, dans une voiture. Donc, vous voyez, il y a une succession d'enfermements. Ils sont dans le garage de l'immeuble, donc au sous-sol. Ils sont dans une voiture, ils sont enfermés. La caméra, elle est à l'extérieur du pare-brise, en fait, et elle filme. Et le père, il est vers le fils. Et il lui dit, mais pourquoi tu photographies les gens de dos? C'est tout pourri, quoi. Et le fils, il a cette réponse. Évidemment, c'est le cinéaste qui a cette réponse. Il dit, mais je cherche à montrer aux gens ce qu'ils ne verront jamais d'eux-mêmes. Et je trouve que là, voilà, peut-être que c'est une des définitions du portrait. Dans un monde qui marche un peu sur la tête, ça peut s'expliquer. Ouais, ouais. Ah, Toi, par exemple, en ce moment, je travaille sur les agents secrets. Enfin, ça fait 2 ans que je travaille sur les agents secrets. C'est un peu compliqué. Hein. Je ne vous cache pas que ce n'est pas la série la plus simple que j'ai eu à faire. Et précisément, je travaille sur les gens qui tuent. Donc, je complique le truc qui est déjà compliqué à la base. Et, euh, et, euh, et donc, pour avoir accès, tu vois, c'est évidemment, ils sont tous secrets, ils n'ont pas d'identité officielle. Enfin, tu ne peux pas appeler l'armée en disant hey, salut, j'arrive à photographier des gens qui tuent, qui sont dans les services secrets. Et, et donc, je passe beaucoup de temps là-dessus. J'en ai déjà photographié 6 ou 7. Et un des types, qui lui est encore en activité, quoi, je l'ai photographié de dos. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un mec de dos, mais il n'a pas la tête qu'on a nous de dos. Tu vois, évidemment, de face non plus. Mais je trouve que le fait qu'on n'ait pas son visage, au fond, on est obligé de lire simplement par le sommet du crâne jusqu'aux épaules, à la nuque, quoi. Tu vois, on est obligé de lire des choses et on a plein de choses à lire. Des choses auxquelles on ne fait pas attention normalement. Donc, là, c'est toi qui fais son travail d'agent secret. Ouais, ah, je galère. Franchement, je galère. Je n'ai jamais autant ramé que sur cette série-là. Mais bon, il y a quand même un truc qui, dans le résultat, voilà, me bouleverse. Donc, on verra si un jour je les montre. Parce que je ne suis même pas sûr que je les montre un jour, ces photos. Enfin, tu vois, en tout cas, je pourrais les montrer dans 10 ans, tu vois, ou dans 20 ans. Parce que les mecs, ils seront tous à la retraite. Hein. Donc, voilà, pour l'instant, ça reste caché. De toute façon, j'en ai trop peu. Mais il y a quelque chose là. Voilà, donc, si vous connaissez si vous avez des cousins, des frères et sœurs, tu vois, qui sont tueurs, voilà, je voudrais bien avoir leur 06. Ce serait super sympa. D'accord, pas de souci. J'appelle mon oncle après. Tu vois, voilà. Et d'ailleurs, pour finir l'anecdote là-dessus, il y en a un que j'ai photographié récemment, un autre, qui lui le job, c'est pas de tuer principalement. Principalement, c'est de recueillir l'information. Parce que dans le fait de tuer, il y a différents groupes de métiers. Et lui, son job, c'est d'avoir des infos. Et il y a un truc qui est hallucinant, c'est que donc j'ai passé 1 heure avec lui, on a d'abord parlé, après il a mis une cagoule, j'ai fait une photo de lui, enfin bon, et, la cagoule quand il travaille. Et, et le mec, il est parti, et je vous promets que c'est vrai, et ben, je ne sais pas à quoi il ressemble. Et cette photo, je l'ai retravaillée plein de fois, et donc je la retravaille et tout ça. Et quand je ferme l'ordinateur et que je vais faire autre chose, il est tellement bon dans son travail, ce gars, que malgré le fait que j'ai passé déjà des heures à le travailler, à l'avoir sur mon écran, je l'ai vu en vrai, et ben à chaque fois, je l'oublie. Et donc là encore, je me dis, toi, j'ai encore, après toutes ces années, encore tellement de choses à apprendre sur le portrait et sur le visage. Et ben, merci beaucoup pour toute cette conversation. Je pense que c'était très intéressant pour tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup Olivier pour ta disponibilité. Ouais, c'était cool. Merci. Voilà.
on a notre professeur Christophe Caudroy qui a noté ta proposition de venir à Louis Lumière. Donc, Ah, et d'ailleurs, si vous pouvez aussi m'envoyer aussi Christophe, tu pourrais me faire un message avec ton mail ou un truc, enfin, si on peut s'appeler un de ces quatre. J'ai pensé à un truc cette nuit. En fait. Moi, je passe mes journées où je fais rien, mais je bosse la nuit en fait quand je dors. Voilà, donc, et donc cette nuit, Avec, Christophe, j'ai pensé à toi. Pardon hein, de te bah, le dire comme ça, parfait. mais voilà. Avec grand plaisir. Donc j'ai un Je vous projet. envoie un mail. Merci, ce serait gentil. Ouais. Et, et, et donc voilà. Mais ouais, merci. Et puis on reste, je ne sais pas comment là pour voir les photos. Et puis peut-être que ça peut se faire par mail, peut-être que ça peut se mm, mm. faire. Je sais Bah, pas. ça dépend. N'hésitez. Ouais, Ça pardon. dépend si vous voulez qu'on centralise toutes les informations ou que les gens vous envoient ça de leur côté, en fait. Alors en fait, ce qu'on va dire, c'est que pour ce qui est d'Insta, faites-moi un message sur Instagram ou Ouais. un truc. Mhm. N'hésitez pas à mettre des mots. Tu vois. Oui, c'est plus mieux. Non, parce que enfin, les gens qui te demandent juste comme ça, moi je ne sais pas forcément si c'est des gens de la discussion ou d'autres gens. Voilà, et que ça me permettra de voir votre travail là. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de centraliser, si ça vous gêne pas, hein, de centraliser ça, parce que en fonction de, pour chacun, peut-être que vous pouvez envoyer à la personne référente. euh, euh, ce que vous voulez que je vois de vous. C'est-à-dire qu'un lien direct, pas forcément juste sur votre site, vous pouvez juste mettre directement une ou deux séries, mettre, j'en sais rien moi, le lien vers une toile d'un peintre ou un morceau d'art contemporain, de musique qui vous a fait penser. Enfin, oui, de pas mettre juste voilà mon site internet, de dire tiens, voilà, moi je fais ça, j'essaie de dire ça et j'y arrive. Voilà. Ou alors, putain, je suis complètement perdu, je ne sais pas où je vais. Ah oui, que ça me permette moi de réagir et puis de comprendre en amont ce que vous faites. Quoi. Ok. Et bon, on va organiser tout ça Cool. et vous On va envoyer faire ça, ça. ouais. Merci Olivier, et merci Julie, et merci Caroline aussi pour l'organisation, c'était super. Ouais, merci à vous. Merci. Et puis à une Merci prochaine. beaucoup. Ouais. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Ouais, ciao. Ciao.